Cette vidéo que vous vous apprêtez à regarder, elle a été tournée juste là, au milieu d'un verger d'agrumes. On est au Maroc ici. Et je l'ai tournée avec Julien, qui est le directeur de ce verger. Alors, si vous voulez juste des anecdotes concernant les agrumes, elle est plutôt sur notre compte Insta ou TikTok même, où il y a des vidéos très courtes. Celle-là, vous l'aurez vu, elle est très longue. Mais c'est le principe, uncut, du début à la fin. Enfin, il y a juste une coupure au milieu de sécurité. Je pose plein de questions à Julien et vraiment, il n'y a rien qui a été enlevé. Donc, il répond très ouvertement à toutes mes questions. Comme d'habitude, dans ce genre de format, le début est un peu long à se lancer. C'est normal, c'est le temps que les langues se délient et qu'on se détende. Mais vous allez voir, au bout de 10-15 minutes, vraiment, ça part. Et même après avoir passé plusieurs jours ici avec Julien, j'ai encore découvert plein de choses en faisant cette vidéo. Voilà. Donc, elle s'adresse aux gens qui ont envie de creuser le sujet des agrumes, de comprendre quel est le sens de faire ce verger ici au Maroc et d'en acheter en France depuis le Maroc. Vous allez voir, vous allez être surpris. Il y a plein de choses auxquelles je m'attendais absolument pas. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment, au moins aussi bon que moi j'ai passé à tourner cette vidéo. Et puis surtout, si vous avez des questions ou des remarques sur ce format, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ouais, toi, mais j'ai besoin de ça. Tu peux rester là si tu veux. Julien, ça fait 2 jours que je suis avec toi. Je vais encore rester un petit peu ici. Donc ici, on est au Maroc, au milieu d'un verger d'agrumes dont tu es le directeur. Ce que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à faire avec cette vidéo, c'est une sorte de presque de masterclass pour qu'à la fin de cette vidéo, les gens puissent peut-être pas se lancer dans la réalisation d'un verger d'agrumes, mais qu'ils aient compris dans les grandes lignes ce que c'est quoi ton métier, quelles sont les problématiques que tu rencontres, quels sont les enjeux, et puis éventuellement même qu'on en profite pour répondre à des questions que pas mal de gens se posent sur les agrumes. Les gens qui regardent ça, là ils ont déjà vu combien de temps durait la vidéo. Nous on ne sait pas combien de temps elle va durer, mais on sait qu'elle dure un petit bout de temps. Donc l'idée c'est d'être le plus... on a le droit de prendre le temps et d'être précis, d'expliquer les choses. Bien sûr on va également parler des différents agrumes qu'il y a ici. Celui-là c'est presque un des plus connus maintenant vu qu'il a une forme très spécifique. Mais celui-là par exemple, a priori les gens ne savent pas ce que c'est. Je le montre, tiens, comme ça vous pouvez jouer et me dire qu'en fait si vous le saviez. Moi je m'appelle Tristan Lafontasse, je suis le fondateur du Club Moi Chef. Si jamais il y a des gens qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, Club Moi Chef, club de passionnés de gastronomie avec un modèle économique très particulier qui nous permet de soutenir les producteurs, les gens qui bossent bien comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire bossent bien? C'est font des produits qui sont bons au goût avant tout, puisque de toute façon le prisme numéro 1 par lequel on rentre pour aller voir des producteurs, c'est la recommandation de très grands chefs. On connaît beaucoup de très grands chefs qui nous recommandent de bosser avec des producteurs, ou en tout cas de les mettre en avant. Dans ton cas, il y a notamment Alain Passard, Pascal Barbeau et plein d'autres qui bossent avec toi. Mais aussi bon pour la planète, également bon pour les hommes et pour les femmes qui travaillent ces produits, et enfin bon pour la santé. Ça regroupe plein de choses. On va bien évidemment parler du bio parce que ton verger est bio, mais il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder. Ça c'est pour moi. Est-ce que tu peux en 2 mots te présenter d'abord, toi en tant que personne, et puis après parler un petit peu de l'agrumiste? Ça marche. Bonjour à tous. Donc moi je suis Julien Ranteil, je suis ingénieur agronome en fait de formation. J'étais diplômé en 2014, j'ai fait une année à Madagascar dans la vanille. Ingénieur agronome, c'est 5 ans d'études, c'est ça? C'est ça, 5 ans d'études, ouais. Et puis je suis arrivé très vite en fait au Maroc, qui est un pays de cœur. Moi je suis amoureux du Maroc depuis tout petit. Donc c'était vraiment une envie pour moi personnelle de bosser ici. Depuis 2015 tu as dit, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis arrivé ici en 2015 en fait, j'ai eu la chance de... Julien parle très bien marocain. Maintenant t'es marié. Au bout de 7 ans quand même. Ouais. Il serait temps. Donc moi je suis arrivé en 2015 ici, j'ai eu la chance de rencontrer en fait Laurent Bouraba, qui est donc du coup le propriétaire de ce verger, qui est l'initiateur de tout, de l'agrumiste, etc. Et donc moi je dirige aujourd'hui l'agrumiste. Ouais, ok. Pour donner un peu de contexte, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de ce lieu, et comprendre comment ce projet a pu naître. Laurent, il a fait sa vie professionnelle dans un secteur complètement différent. Tout à fait. Il a bien gagné sa vie. Tout à fait, c'est ça. Et il a pu avoir ce projet un peu fou, parce qu'il y a un bel investissement initial, de se dire, je veux produire les meilleurs agrumes possibles. Exactement. Donc c'est un peu difficile de parler de quelqu'un quand il n'est pas là. Ouais, mais bon. Bien sûr. Donc Laurent Bouraba, en fait, pour vous raconter, c'est un franco-marocain. Ouais.
Et donc, du coup, il a fait toute sa carrière, sa vie en France, etc. Il est né au Maroc, à Fès. Il a fait toute sa vie en France. Il a fait la réussite qu'on lui connaît aujourd'hui, qui est extraordinaire, qui est à la tête du groupe Steva. Et il a toujours eu quand même cette idée qu'il a picotée avec la crise de la quarantaine certainement, de retour sur ses origines. Voilà. Et surtout l'envie, je pense, c'est ce qu'il explique en tout cas, de transmettre son patrimoine culturel à ses enfants, qui sont eux plutôt des parisiens quoi. Voilà, donc il avait envie de transmettre une partie de son patrimoine culturel extraordinaire qui est le patrimoine marocain. Et donc lui, il est fils et petit-fils d'arboriculteurs. Et donc il a eu envie il avait envie en fait de faire quelque chose dans l'arboriculture au Maroc. Donc au départ, il voulait faire des oliviers. Et en fait, lui, étant passionné de culture, de cuisine depuis très longtemps, en fait, il est entré, voilà, il avait besoin de faire quelque chose autour de la cuisine. Bon, l'olivier, c'est passionnant, tout ce qu'on veut, mais c'est pas aussi diversifié que les agrumes. Et clairement. Voilà, l'huile d'olive, c'est l'huile d'olive. Les olives, c'est les olives. Je sais pas Et les agrumes, là-bas, mais... il y a quand même une diversité, que ce soit en termes de goût, de forme, de période, de couleur, etc., qui est quand même beaucoup plus extraordinaire que les olives. Vous reconnaissez celui-là? Pareil, je dis rien. Si vous reconnaissez, vous me laissez un petit commentaire. Et donc, Laurent, qui est un habitué des plus belles tables parisiennes et françaises et mondiales d'ailleurs, il a eu envie du coup de faire quelque chose autour des agrumes par ses connaissances, justement par ses amis, Alain Passard, Pascal Barraud dont on parlait, une dame à qui on est très attaché aussi, qui est Christine Ferber. Qui fait des confitures Qui incroyables. fait des confitures incroyables. Christine, il faut qu'on se rencontre. Si tu vois cette vidéo, il faut qu'on se rencontre. Voilà. Et voilà. Et donc au début, c'était juste l'idée en fait de faire un petit verger, un petit truc au Maroc, juste un pied-à-terre en fait, un petit lopin de terre à transmettre à ses enfants. Et en fait, voilà. Laurent fait partie de ces gens qui voient tout en grand. et donc du coup, ça s'est développé très vite et on est arrivé sur aujourd'hui un site, un verger qui est de 100 hectares. 100 hectares. Voilà. Ça représente quoi ça Ça représente, on peut dire 100 000 arbres. Ok, Voilà, 100 000 arbres. 100 000 arbres. Okay. Avec une petite station de conditionnement qui nous permet d'emballer nos fruits nous-mêmes. C'était vraiment un désir qu'on avait, d'être indépendant dans la filière, de ne pas être squeezé par tout un tas d'intermédiaires. Okay. En fait, on voulait vraiment, c'est un truc auquel on est très attaché, c'est pas seulement produire bien, produire bon, c'est pas seulement le goût et le bio qu'on avait envie de faire, c'est aussi le contact direct avec les chefs, le contact direct avec le client final, le chaland. Voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert une boutique récemment dans Paris. Voilà, c'est l'envie d'être en circuit court, en fait, l'envie d'être au plus proche de l'assiette. Alors pause, circuit court, tu parlais des Français, on est au Maroc. Oui, circuit court, Non, mais c'est important. Quel est le circuit court? Vas-y, explique-nous. Alors, circuit court, c'est-à-dire en fait, on met en avant le fait qu'on est en lien direct avec les clients, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intermédiaire, on est nous-mêmes des producteurs et on a la capacité de livrer en 72 heures à Paris les plus belles tables parisiennes. Ouais, ok. Voilà. Ça c'est bien. Et d'un autre côté, là, en face, les gens se disent, pourquoi est-ce que je vais pas acheter mes agrumes à des Français? Eh ben, en fait, tout simplement parce que historiquement, en France, c'est-à-dire que les agrumes, c'est vraiment endémique du bassin méditerranéen. Souvent, on voit maintenant, aujourd'hui, on voit les choses comme français, espagnol, européen. Enfin, on comprend pas trop, mais en fait, les plantes, elles n'ont pas ce même rapport de nationalité. En fait, elles n'ont pas cette idée de Maroc, pas Maroc, France, pas France. En fait, les plantes, elles se mettent là où elles peuvent. Elles produisent là où elles peuvent. Et il se trouve que le Maroc, historiquement, depuis des millénaires, c'est un bassin d'agrumes. Et donc du coup, Laurent Bouraba, c'est pas seulement une histoire de cœur, etc. C'est aussi le fait que les agrumes, c'est un fruit de Méditerranée. Donc c'est un fruit du Maroc. Mais donc aussi Méditerranée, donc aussi français. Pourquoi est-ce qu'une personne qui est en France se dirait que ça vaut le coup d'acheter des agrumes au Maroc? Alors qu'il y a aussi une notion de transport, bilan carbone. On peut imaginer que le bilan carbone est un peu plus élevé, il est plus élevé en transport depuis le Maroc que depuis la France. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Tout à fait. En fait, nous, ce qu'on a à dire, c'est que en fait, ce qu'on veut dire, c'est que nous, on veut produire bon, en fait, tout simplement. Et je pense qu'en tant qu'agronome, en tout cas, que
les agrumes, en fait, c'est endémique du Maroc, c'est des plantes de soleil, en fait, sincèrement. Est-ce que tu veux dire par là qu'en France, on peut pas faire de bons agrumes? Je pense qu'en France, on peut faire certainement des bons agrumes. Ouais. Peut-être que certains agrumes seront meilleurs parce qu'ils sont marrants, parce qu'ils ont plus de soleil. Ça, Ouais. j'y crois aussi. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais en France, en tout cas, je pense que vraiment c'est limité. La zone géographique dans laquelle on peut les faire pousser, c'est Ouais, quand même ouais, limité, ouais. très limité. Et souvent, on va avoir besoin de serres, en fait, de serres chauffées. En fait, ça va pas être des vergers en plein air. Comme notre cas, nous, on Ouais. est un verger en plein air, en fait, puisque les agrumes, c'est une plante endémique. Ouais. Et en France, Pour avoir creusé le sujet de mon côté également, je me permets de t'interrompre. Moi, j'avais très envie de travailler avec des producteurs d'agrumes, et notamment les producteurs d'agrumes français. On connaît très bien Perrine et Étienne, des agrumes chez La Bachesse, qui travaillent très bien. Et en effet, ils ont une problématique qu'il y a moins ici, parce que ici, le prix de l'hectare est beaucoup plus faible, il y a plus de place qu'en France, dans les zones ensoleillées. Et en effet, chez La Bachesse, ils sont très limités par la place, et donc ils produisent ce qu'ils peuvent produire, et puis de toute façon ils peuvent pas pousser les murs. Et le problème c'est qu'ils vendent déjà toute leur production, et pour l'instant ils sont pas capables d'aller s'agrandir et produire plus. Donc j'adore ce qu'ils font, d'ailleurs on les a déjà mis en avant dans le Club Moi Chef sur la partie conserverie de leurs agrumes. Et sur la partie agrumes comme ça, eux aujourd'hui ils sont pas capables de vendre, ils vendent déjà toute leur production à des chefs, Ouais. et ils n'ont pas plus de place. Depuis que je suis ici au Maroc, j'ai eu quelques messages sur Insta de personnes qui me disent qu'il y a d'autres producteurs d'agrumes en France, mais la plupart sont petits. Mhm. Font clairement pas autant d'agrumes que ce que vous proposez ici. Et puis tu soulèves un sujet qui est aussi important, c'est qu'en effet, la plupart des producteurs d'agrumes qu'ils font en France sont obligés de le faire sous serre. Tu nous diras d'ailleurs, c'est quoi l'impact sur l'agrume final de le faire sous serre, mais il y a une certitude, c'est que d'un point de vue écologique, c'est pas extraordinaire non plus. Ouais. Voilà, et donc, Attends, mais explique pourquoi. Pourquoi est-ce que le faire sous serre c'est moins bien? parce que le faire sous serre, en fait, c'est forcément, en fait, ça implique de contrôler des paramètres tels que la température, tels que le taux d'humidité, etc. Et donc, ça veut dire souvent des serres chauffées au mazout, etc. Et donc, disons que peut-être qu'au Maroc, on fait un peu plus de transport. Ok. Le fait de chauffer des serres, etc., c'est Ouais. peut-être pas pour le climat Alors, extraordinaire. si c'est en serre, ça veut pas forcément dire que c'est chauffé. Oui, certainement. Mais ça veut dire que, mais bon, a priori, il y a quelques jours en hiver ou quelques semaines où on va chauffer la serre pour éviter que les arbres ne meurent. Oui, oui. C'est ça? Ouais. Et puis, encore une fois, moi, je jette pas la pierre à des producteurs. Moi, je pense qu'il y a des gens en France, certainement, qui travaillent très bien, en fait. Il n'y a oui, aucun bien sûr. souci. Ils ont très bien. Nous, en fait, l'idée, c'était de voir aussi les choses en grand, parce qu'on voulait mettre à disposition de chacun. On voulait pas être dans une... servir juste les grands chefs. Ouais, Tu vois, quand tu me dis que certains producteurs ont déjà tout vendu ou bien doivent pousser les murs, etc. Nous, on s'est dit, ok, en fait, nous, on est au Maroc, dans un berceau d'agrumes. En fait, on a de la place. Voilà, voyons les choses en grand et puis ayons l'objectif de fournir le plus grand nombre. Et on est content, en fait, de remettre au goût du jour plein de variétés qui sont oubliées et de pouvoir le proposer à tout un chacun. Ouais, ok. Je voulais surtout pas antagoniser les différents producteurs. Ce qui est important pour moi, c'est que je sais, parce que j'ai eu pas mal de feedback dans ce sens en venant ici, qu'il peut y avoir certaines, c'est rare, très rare, les personnes qui sont un peu binaires et qui vont dire attends, non, prends que de la France, va pas au Maroc. Bien sûr. Et en fait, comme d'hab, c'est plus compliqué, c'est pas blanc ou noir, c'est gris, c'est entre les deux. Et oui, transport depuis le Maroc, ça veut dire un peu plus c'est un peu de camion jusqu'à Tanger, un tout petit bout de bateau minuscule, et après encore du camion. Donc le bilan carbone est moins bon qu'un agrume qui est produit en France sur le transport, mais ça peut être compensé par est-ce qu'il faut chauffer ces serres ou pas l'hiver. Enfin, clairement, ces agrumes-là viennent pas de l'autre bout de la planète. Et on pourra en parler notamment, on en a ici des limes. C'est ça, non? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, J'ai toujours peur de me tromper parce que c'est tellement compliqué. Elle s'appelle la lime de Tahiti, mais elle vient pas de Tahiti. Elle vient pas de Tahiti. Elle vient pas de Tahiti. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs j'ai fait une autre vidéo là-dessus, vous verrez peut-être, mais qui est beaucoup plus courte. 99% des limes, vous savez, c'est ce qu'on met dans les mojitos. D'ailleurs ça sert quasiment qu'à ça. Quasiment. 99% viennent d'Amérique du Sud. Et pour pouvoir accepter le voyage qui dure 3 bonnes semaines, il y a les techniques qui font pas rêver. Donc on est content de pouvoir avoir de la lime qui vient de pas très loin ici, Ouais. et qui est géniale quoi. Enfin, elle est hyper dure, elle est hyper ferme. Enfin bon, c'est un truc qui a vraiment du goût. Voilà. Et elle est bio. Et qui est bio. Voilà. Bon, je voulais aborder ce sujet en premier, mais maintenant on va revenir un petit peu aux bases.
parce que j'ai dit que ce serait une petite masterclass, donc c'est important. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Julien, c'est aussi simple que compliqué, nous expliquer ce qu'est un agrume? Bien sûr. Alors un agrume, en fait, il y a plein de familles d'agrumes différents. Il y a des pamplemousses. Attends, excuse-moi, déjà un agrume, c'est un fruit? Tout à fait. On est d'accord? En fait, un agrume, ça vient d'une fleur. Voilà. Ok, ce qui vient d'une fleur est un fruit. Voilà, c'est ça. Comme les Exactement. olives. Je donne toujours cet exemple parce que c'est pas hyper Exactement. intuitif. Donc les agrumes, ça pousse sur les arbres du coup, qui sont greffés en fait sur des porte-greffes. Et il y a plein d'agrumes différents. Tu as des mandarines, tu as des cédras, tu as des pamplemousses, tu as des bigarades, etc. Et puis en fait, c'est des agrumes, donc c'est des fruits millénaires. La plupart sont historiquement en fait issus d'Asie, de Chine. Ok. Et tout au long de voyages, d'explorateurs, parfois de guerres, parfois de mouvements de population, parfois aussi avec la colonisation, parfois avec toute l'histoire des humains. En fait, les agrumes ont suivi les humains, Ouais, se sont croisés. Okay. Parfois, je parle de trucs un peu terribles, genre les guerres, la colonisation et tout, mais parfois juste avec des mariages, avec des familles, avec des brassages, etc. Okay. Tout simplement, en fait, il y a eu des croisements qui ont fait que les agrumes ont évolué en fait et ont donné une palette de diversité qui est absolument extraordinaire. Ok. Alors comment on définit, je sais pas, biologiquement un agrume? Un agrume, ça va être en fait un fruit qui a une partie, donc une peau, ok. Et puis après à l'intérieur, en fait, vous avez comment dire, de la chair. C'est un fruit qui est avec de la chair juteuse et voilà, avec parfois des pépins à l'intérieur et voilà, et qui se mange en chair. Parfois qui est transition râpé. parfaite. Ouais. Transition parfaite. Parce qu'il y a aussi pas mal de membres du Club Moi Chef qui m'ont posé des questions pour que je te les pose maintenant là, pendant cette vidéo. Benjamin notamment m'a demandé de te parler des agrumes sans pépins. Ouais. J'ai plus la teneur exacte de la phrase, mais je pourrais la retrouver là. Mais déjà, est-ce que c'est du Frankenstein, un agrume sans pépins? Est-ce que ça a du sens? Parce que le pépin, on imagine qu'il est là pour une fonction. Sa fonction, c'est reproduction. Est-ce que ça a du sens de faire un agrume sans pépins? C'est une vraie question, j'en ai pas la moindre idée. C'est pratique? Clairement, c'est pratique. Pas de pépins, c'est moins chiant à manger. En fait, le sans pépins, c'est-à-dire historiquement, il y a toujours eu des pépins dans les agrumes. C'est la magie de la nature, en fait, c'est et des agrumes, c'est de perpétrer son évolution, enfin de toujours assurer sa descendance. C'est ça que je veux dire. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il y a des pépins. Et en fait, le mode de consommation a fait, j'en sais rien, peut-être certains lobbies a fait que on aime bien le fait de ne pas avoir trop de pépins dans des clémentines, dans des mandarines, etc. Ouais. Souvent, moi j'ai souvent des gens qui sont arrivés ici, qui sont au-dessus de la quarantaine, voilà, et qui me disent qu'ils mangent des mandarines chez nous avec bourré de pépins, et qui me fait c'est marrant, c'est le goût de mon enfance. C'est le truc de mon enfance, on crache des pépins partout. Okay. Voilà, et nous c'est ce qu'on essaye de préserver ici, on a des agrumes qui sont pleins de pépins, on s'en fiche. Mais voilà, il y a certains producteurs qui font des agrumes sans pépins. Et en fait, le sans pépins, c'est dû à un caractère génétique qui s'appelle la triploïdie. En fait, comme pour les huîtres? Ça te parle pas? Non, peut-être, je suis pas du tout un expert des huîtres, mais en fait, la triploïdie, le fait d'avoir en fait trois chromosomes, pareil, nous sommes des diploïdes, les humains. Les triploïdes, en fait, ça fait que, en fait, tout simplement, ça fait des sans pépins. Voilà, c'est exactement comme les huîtres. Enfin, exactement. Moi non plus, je suis pas expert, mais pour l'anecdote, les huîtres triploïdes, elles ont été conçues de toutes pièces et elles ont l'avantage de ne pas avoir de cycle de reproduction, donc d'être disponibles toute l'année, parce que les diploïdes, les vrais, les originels, quand elles se reproduisent, elles sont hyper laiteuses, personne n'en veut. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ce choix parce que progressivement les triploïdes sont en train de devenir la norme et de remplacer les diploïdes qui sont les huîtres originelles. Bon bref. D'accord. En tout cas, je vous rassure, les triploïdes sont pas du tout en train de devenir la norme, ni chez l'agrumiste, ni chez les agrumes en général. Pas du tout. En fait, la triploïdie, donc ça engendre le sans pépin, ça colle le sans pépin. Et donc en fait, comment on fait la triploïdie, c'est qu'en fait quand on féconde, on a un agrume. Quand on des humains, un papa, une maman, humains, un homme et une femme s'accouplent, et en fait chacun donne la moitié de son patrimoine génétique. Voilà. Et donc en fait un diploïde donne la moitié de son patrimoine, donc donne 1.
le papa donne 1 et ça fait encore un humain qui fait 2. Ouais. Les plantes, elles sont plus spéciales que nous, elles sont plus élaborées que nous. Elles sont capables en fait, il y a des variétés. Je ne suis pas généticien dans l'âme, donc je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi, mais qui sont 4, qui sont tétraploïdes. Et il y en a d'autres qui sont triploïdes, et il y en a d'autres qui sont diploïdes. Papa me demandait pourquoi, je sais pas. C'est l'histoire qui fait ça, c'est la nature, j'en sais rien. Il y en a qui croient même que c'est le bon Dieu, j'en sais rien, je peux pas te dire. Mais le fait est que tu vois un papa qui va par exemple avoir 4, qui est tétraploïde, une maman qui va avoir 2, et ben en fait il va donner lui la moitié de son patrimoine, donc 2, et la maman va donner 1, donc ça va faire un triploïde. Voilà. Et ceux-là n'ont pas de pépins. Et donc ceux-là n'ont pas de pépins. Voilà. Et alors après tu me parlais de la création de Frankenstein, etc. Il faut comprendre qu'en fait c'est pas du tout aussi dark qu'on imagine. En fait, la triploïdie, c'est pas un truc fait en laboratoire, etc. Il faut savoir qu'en agrumes, les OGM sont interdits. Ah ouais. Les OGM sont interdits en agrumes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'OGM en agrumes. Ah bon. Autant sur certains, peut-être clones de blé, de riz, de maïs. Moi encore, je ne suis pas spécialiste du blé, du maïs, etc. Mais il n'y a pas d'OGM dans les agrumes. D'accord. Je ne savais pas. C'est vrai que j'en avais jamais entendu parler. Mais, donc l'OGM, en fait, c'est un organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire qu'on modifie, on ouvre en fait le génome d'une variété, que ce soit du riz par exemple, ou je sais pas, du blé, et qu'en fait on va casser un bout de son ADN et le remplacer par un autre bout d'ADN. Et on fait ça par exemple pour avoir des clones, des variétés de blé ou de maïs résistants à telle ou telle maladie. Ou à tel ou tel pesticide, souvent. Pour pouvoir vendre plus de pesticides, pour pouvoir... Peut-être. C'est un modèle économique assez... Certainement. Il y a certainement des boîtes qui font ça, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que voilà, en agrumes, on ne fait pas d'OGM. Donc en fait, on pense souvent que faire des variétés, etc., c'est un truc complètement de laborantin. On fait ça avec des infrarouges, des caméras, mais en fait, pas du tout. En fait, comme je t'ai expliqué, la fleur donne le fruit, et donc pour faire, et ce qui est un gros axe de notre travail ici au verger, c'est que nous on est des producteurs, mais on est aussi des chercheurs. On essaye de créer de la diversité, on essaye de faire des mariages du bout du monde avec des agrumes. Et aujourd'hui, donc quand on croise des variétés, ça se fait en plein air, ça se fait avec des doigts qui collent plein de sucre, plein de pollen. Et en fait, on prend des étamines d'une fleur qu'on met sur le pistil d'une autre fleur, et du coup on essaye de marier des agrumes. Mais à aucun moment c'est Frankenstein, ça se fait dans un laboratoire, etc. Et d'ailleurs, j'en profite pour préciser on fait juste, du coup, on peut ici manuellement faire des triploïdes. C'est juste qu'il faut du coup sélectionner une variété tétraploïde et une diploïde si tu as envie de faire des triploïdes. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. Tu vois, nous ici, dans notre axe de recherche, on recherche pas particulièrement des triploïdes. D'accord. Nous, on recherche plus des formes, des couleurs un peu marrantes, la poésie. Mais et alors, je veux préciser, parce que je l'ai découvert tout à l'heure en regardant une belle peinture que tu as, que j'ai jamais su vraiment la différence entre clémentine et mandarine. Et en fait, la mandarine, elle est tout en bas de la chaîne alimentaire, pas de la chaîne alimentaire, mais y a, dans les agrumes, dans la famille des citrus, il y a 5 familles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dont la mandarine. Les pamplemousses, les kumquats. Mandarine. Voilà, les cédras. Voilà. Et la clémentine, elle est beaucoup plus haut. Exactement. C'est donc la mandarine qu'à un moment a donné un pomelo en se croisant avec je sais plus qui. Et c'est ce pomelo mélangé à une orange qui a donné une clémentine, c'est ça? Voilà, c'est très complexe. C'est-à-dire que la génétique des agrumes, personne n'est d'accord. Enfin, il y a tout plein de théories, etc. Moi, je suis pas un généticien dans l'âme. En fait, la clémentine, il est admis de dire que c'est un croisement en fait entre une orange et une mandarine. D'accord. Voilà. Et donc effectivement, la clémentine, elle est postérieure à la mandarine. D'accord. Et la clémentine, pour la petite histoire, en fait, elle vient du père Clément, qu'il a découvert en Algérie. D'accord. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Et voilà, parfois on oublie les origines algériennes des agrumes. C'est trop bien, ça fait un territoire pour toi. Tu peux t'éclater de fou pour. C'est la création pure, tout en respectant la nature, parce que c'est un processus qui est complètement naturel. Exactement, c'est-à-dire le faire des croisements, comme je disais, on imagine parfois c'est laborantin, mais pas du tout. Ça se fait en plein air, on croise des fleurs, donc c'est extraordinaire, ça fait au mois d'avril à la floraison, et voilà, on croise des fleurs. Et pardon, juste un petit hommage, parce que ça me tient à cœur, juste la photo dont tu parlais, enfin le tableau dont tu parlais, c'est un tableau qui est fait par un dessinateur qui s'appelle Frank Kirk, qui avant d'être un dessinateur à ses heures perdues est un chercheur de l'INRA, Corse.
et qui est, voilà, qui est quelqu'un qui a participé à ma formation, et ok. voilà, que j'aime beaucoup. Voilà, bref, comme Transition parfaite. En 2015, ici, il y avait rien. J'ai vu une photo, c'est incroyable. Il y avait un palmier et autour c'était désert. exactement. Ouais. Maintenant, il y a, tu disais, 100 hectares d'agrumes. On est là sur le toit d'une espèce de villa très jolie. Euh, tu démarres là, c'est parti. Alors, tu as, un avantage que d'autres n'ont pas, c'est que tu as quelqu'un derrière qui peut financièrement t'aider à investir au début, même s'il faut que ce projet soit rentable, bien sûr. Il y a quand même un investissement initial. Tu veux démarrer un verger d'agrumes, tu commences par où? C'est quoi le point de départ? La vie, c'est l'eau. L'eau, ok. La vie, c'est l'eau. Ouais, C'est la source d'eau. ok. Il faut avoir une eau de qualité. Ouais, Et, voilà. Donc les agrumes sont peu consommateurs d'eau, en tout cas au Maroc. ouais. Voilà, les agrumes ne consomment pas énormément d'eau, beaucoup moins évidemment de l'avocat ou des mangues, des pastèques qui sont des désastres écologiques aujourd'hui qui se font Ici au en tout Maroc. cas, ouais. Voilà. Il y a une grosse vague en ce moment de champs qui sont rasés pour faire de l'avocat, de la pastèque et de la mangue. Voilà, des gens qui ont un peu l'appétit du Commercial, parce que ça se commercial, vend tout bien, à fait. parce que c'est nous qui en achetons à Paris, il faut aussi le dire, je suis coupable. Ah oui, oui, le Ouais. consommateur à la fin c'est lui Ouais. coupable. Hein. Et par contre, ça pompe des ressources colossales. Voilà, Par rapport aux exactement. agrumes, c'est absolument anecdotique. Et donc, ah oui, oui, les agrumes, c'est très peu consommateur d'eau par rapport à d'autres types de cultures. Ok. Et donc, Donc, surtout ton premier surtout choix. quand la gestion de l'eau est un peu fine, un peu bien gérée. Et donc, la première chose, si je devais conseiller à un producteur, effectivement, c'est de faire attention à sa source d'eau, Ok. sa qualité de l'eau. Il faut une eau, du coup, qui est faible en salinité, qui a une faible salinité. Ouais. Voilà. Salinité, c'est égal taux de sel. Et conductivité de l'eau. En fait, Conductivité la de l'eau. salinité, c'est lié à la conductivité. Ça D'accord, se mesure ok. en millimos, D'accord. voilà. Donc ou en là, grammes par litre. j'ai un indice. Tu parles d'eau, je sais qu'on est à côté du plus grand fleuve Du Maroc. Du Maroc. Tout à fait, ouais. Mais en même temps, le fleuve, ça me fait pas rêver sur le papier. Je préférais que tu me dises, je sais pas, une source d'eau de la montagne ou autre chose. Fleuve, c'est pas ce qu'il y a le plus clean a priori. Bah, les fleuves viennent des montagnes. Hein. Ouais. Les fleuves viennent des On montagnes. a quoi en amont comme grosse ville d'ici? Alors, on va avoir la ville de Fès, et Ouais. puis on va avoir après, c'est l'Atlas. Et c'est Atlas. Voilà, après. donc c'est les D'accord. montagnes. Ok. Voilà, ce fleuve prend bien D'accord. sa Ouais. source en montagne. Comment tu Voilà. fais pour t'assurer que ton eau elle est ok pour tes arbres? Alors nous, on fait hyper attention. La gestion de l'eau, c'est un truc qui est très important chez nous. Ouais. Nous, en fait, on mesure chaque 4 heures la salinité de l'eau. Donc attends, excuse-moi. Tu vas pomper l'eau que tu vas utiliser pour arroser Ouais, tes tes arbres provient du fleuve. Voilà, Donc, tout à c'est fait. une pompe. Ouais. C'est 2 pompes même, j'ai cru voir. Ouais, c'est 2 pompes, tout à Ok. fait. C'est 2 pompes, c'est des petites pompes par rapport à Ouais. ce qui se fait en pompe, mais c'est des pompes. C'est de l'eau gratuite. Non, c'est pas de l'eau gratuite. On a une redevance gouvernementale. C'est très très bien cadré au Maroc, ces trucs de pompage, etc. On pense souvent que c'est sauvage, mais pas du tout. En fait, il y a une agence de l'eau qui régule et qui fait des contrôles réguliers d'ailleurs sur les mètres cubes qui sont pompés. D'accord. Et en fait, en agrumes, il y a des normes de mètres cubes à l'hectare qui sont du coup, c'est-à-dire qu'on peut pas pomper n'importe comment tout ce qu'on veut pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce qui t'empêche demain je sais pas, d'en raser une partie, de mettre des avocats et donc de pomper 15 fois plus dans le fleuve, personne ne le verra? Toi, tu trafiques un peu ta. Si, parce qu'il y a des contrôles réguliers quand même. On fait attention. Et les gens viennent voir quoi? Parce que si tu. Imagine, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent trafiquer des compteurs d'eau. Oui, certainement. Mais en fait, tu as quand même au Maroc un contrôle des superficies plantées, de ce qui se plante. Ah, d'accord, le Bien contrôle, sûr. c'est pas que sur les débits d'eau. Ah non, non, Le contrôle, c'est de venir voir. Exactement, c'est que tu as des agences gouvernementales qui viennent et qui contrôlent ce que les gens plantent. Et c'est D'accord. pour ça que dans certaines régions du Maroc aujourd'hui, la plantation de pastèques est interdite. D'accord. Entre autres, hein. Après, il y a Entre autres. Ce que tu veux dire par là, c'est que si la personne vient, elle ira pas juste voir ton compteur, elle irait faire le tour de ta plantation pour voir qu'il n'y a que les agrumes. Bien sûr. Donc elle sait les agrumes en moyenne consomment tant et pourrait comparer à la consommation que tu as annoncée. Bien sûr, et puis Ok. surtout qu'en fait, tu as des quotas, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas pomper des milliards et des milliards et des milliards de mètres cubes, c'est pas Ouais, du tout ouais, comme ça. Ok, En très fait, bien, très bien. tu déclares que tu as un certain nombre d'hectares d'agrumes, Ouais. et donc du coup, bah, ce qu'on appelle l'office ici en arabe, enfin l'agence gouvernementale de l'eau, elle t'octroie de pomper un certain Ok. nombre de mètres cubes par rapport à ton hectare d'agrumes plantés. D'accord. Donc tu as trouvé ton lieu, il est à côté d'une source d'eau qui est ok, même s'il faut quand même faire des examens de temps en temps pour vérifier le taux de salinité. Tout à fait. Tu as trouvé ton lieu, c'est bien. On parlera éventuellement de comment tu stockes l'eau, mais plus tard. C'est quoi l'étape d'après?
Là, t'as rien. Alors, l'étape d'après, en fait, c'est d'installer tout le réseau d'irrigation. Ok. Donc, il y a plein de manières d'irriguer. En fait, il y a des manières un peu anciennes, archaïques, très consommatrices d'eau. À l'époque où l'eau n'était pas un problème, en fait. Il y a encore 20, 30, 40 ans, l'eau, c'était pas un sujet. Je sais pas si tu connais une interview de René Dumont. Tu regarderas. Non, ouais. Bon, René Dumont, c'est un grand agronome des années 70. Le mec, il disait, il faisait une interview, il montrait un verre d'eau, il montrait que voilà, on se battra un jour, il y aura des guerres un jour pour ce verre d'eau. Bon, bref, petit aparté. Un agronome que j'aime bien. Mais donc, tu as plusieurs systèmes en fait, de mise en place de l'irrigation. Le premier, c'est le truc un peu archaïque, c'est en fait l'irrigation gravitaire, où tu vas consommer en fait, des quantités d'eau absolument astronomiques et considérer, bon, en fait, tu vas pomper et tu vas ouvrir le tuyau quoi, sur un terrain, et puis tu dis, bon bah voilà, ça c'est l'irrigation pour 2 mois. Voilà. J'ai mis tant de mètres cubes d'eau et puis voilà. D'accord. Donc en fait tu inondes. Tu inondes. L'eau et va puis progressivement voilà. pénétrer la terre. Et puis tu te dis bon bah mes arbres voilà, je les ai stockés pour 2 mois et c'est bon. Voilà, ça c'est imagé. Et ça mais c'est vraiment beaucoup plus de. C'est l'irrigation Parce qu'on gravitaire. on pourrait se dire bon bah l'un dans l'autre, c'est beaucoup d'eau d'un coup, mais si ça dure pendant 2 mois. Bah malheureusement ou heureusement, je sais pas. Enfin, en tout cas les agrumes c'est pas comme ça, c'est plus fin que ça. C'est un peu. Moi je compare souvent les agrumes aux humains en fait. Un humain tu peux pas lui donner de l'eau à boire pour 2 mois et puis lui couper l'eau. Hein. Non. Ouais. Bah les agrumes c'est pareil. On En fait pourrait, c'est on un pourrait être imaginer vivant. qu'il reste dans la terre. Et... Non mais c'est en fait il va bah s'infiltrer. non, ça va se finir par s'infiltrer, puis il va y avoir une remontée de la salinité, et puis en fait un agrume il a quand même besoin d'avoir une certaine tranquillité au long de sa vie, se réveiller chaque matin avec une dose d'eau, se réveiller chaque matin avec avec un verre d'eau en fait tout simplement. Donc quand tu fais pas la méthode que tu viens de décrire, tu fais comment? Et bah tu fais des trucs un peu plus évolués, enfin un peu plus évolués, qui est l'irrigation au goutte à goutte. Ok. Donc comme, là en fait comme dans le jardin. exactement comme dans le jardin avec des tuyaux qui sont des tuyaux en fait autorégulants, c'est-à-dire que tu vas à la pression uniforme qui vont en fait te permettre d'apporter à chaque arbre la même quantité d'eau, la même petite quantité d'eau chaque jour. Voilà, tu vas irriguer 1 heure chaque jour. Ou Tu peux donner un exemple concret? Genre là, en ce moment là, on est. Alors en ce moment pendant l'hiver, en fait, on irrigue très peu, on irrigue même pas en réalité, parce que il y a quand même un peu de pluie, donc les sols sont trempés, sont humides, et puis l'arbre est en dormance en réalité, puisqu'il fait froid. Ouais, ok. Donc l'arbre est en dormance, les oranges sont tranquilles sur les arbres. Un mauvais exemple. On va dire au mois de juin. Ouais, voilà, disons qu'au mois de juin, tu vas irriguer combien de temps par jour? 2 heures par jour à peu près. D'accord. Donc c'est des micro-gouttes. Donc c'est en fait c'est les goutteurs, c'est du 2,3 litres par heure en débit. Ok. Donc tu comptes quasiment 5 litres par jour. Voilà, 5 litres par jour, voilà. Ok. 5 à 10 litres quand il fait vraiment très chaud. Enfin voilà, tu peux avoir parfois des vents du désert, etc. qui t'assèchent un peu les arbres. Mais c'est de cet ordre-là. Ok, t'as installé tout ça, t'es bon sur l'eau. T'as un bassin où tu stockes temporairement de l'eau. Si jamais t'en as besoin, on en parlera peut-être plus tard. Mais je veux accélérer pour qu'on couvre le maximum de sujets possibles. Bien sûr. L'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est la plantation. Ok. C'est peut-être déjà le choix des variétés. Ouais. Donc, il y a des producteurs qui font un choix commercial, c'est-à-dire qu'ils se disent, ok, bon, j'ai un marché pour telle ou telle variété, c'est-à-dire que j'ai un marché, je sais pas moi, américain, canadien, saoudien, je sais pas, je veux exporter mes agrumes là. Je sais que cette variété, elle va me donner de l'argent à telle période parce que je vais la récolter à telle période. J'ai mon marché, j'ai mon client. Allez, je plante ça. Ok. Donc tu fais le choix de ta variété en réalité. Nous, enfin quand je dis nous, c'est Monsieur Bouraba, c'est Laurent Bouraba qui a fait ce choix-là. Il a fait un choix beaucoup plus poétique. En Jones, beaucoup plus one again. Voilà. C'est-à-dire que en fait, il a planté ce qu'il aimait. Voilà, tout simplement. Ok. Ce qu'il aimait, ce qu'il faisait marrer. Voilà. Maintenant, il faut que tu te démerdes avec ça. Exactement, voilà, exactement. Et donc, en fait, l'idée, c'était nous de ne pas être des producteurs, en fait, qui produisent en monoculture tous la même chose. Tout la même chose sur 100 hectares. Voilà. Nous, on avait envie Monsieur Bouraba, Laurent, avait envie de planter une palette de diversité et d'avoir des agrumes tout au long de l'année pour pouvoir servir un maximum de clients tout au long de l'année et pas arriver avec son camion et dire voilà, bon bah j'ai des agrumes pour 2 semaines, qui en veut, et puis on ferme boutique. Voilà. Nous c'était pas du tout cette philosophie-là. Pourquoi tu donnes cette image? Parce que est-ce qu'il y a des vergers qui font ça? Qui ne bossent que pour 2 semaines? Pendant 1 an, ils bossent que pour 2 semaines? Tout à fait, tu as des vergers et encore une fois, je leur jette pas du tout la pierre. Non, c'est pas une critique, c'est pour comprendre.
Il ferait quoi comme il ferait des oranges à jus par exemple? Voilà, par exemple, Ok. tu as des vergers qui axent sur uniquement la production d'une seule variété. Par exemple, la mandarine à Fourère, par exemple, l'orange à jus Valencia, par exemple, voilà. Et c'est leur modèle économique. Mais ça veut dire qu'ils bossent pas toute l'année au final? Si? Ah si, parce que Quand des même. arbres, ça s'entretient toute l'année, ça se taille, ça s'entretient, ça se soigne, Ouais, ça s'irrigue. Mais le c'est nombre de- sûr ouais. qu'ils ne récoltent pas toute l'année en tout cas. Ok. L'activité de récolte est très Très limitée. d'accord. Alors que nous, on récolte toute l'année. Ok. En quoi c'est bien pour vous ou pour vos clients? C'est pas bien ou pas bien, c'est juste des modèles économiques. Voilà, Ouais, ok. nous, on a fait le choix d'être plus poétique peut-être, Ah ouais, j'en sais ok, rien, ok, d'être ouais. plus diversifié. Voilà, on a Alors vraiment- parfait, attends, excuse-moi. Je repense. Autre question d'un membre du club Moi Chef. C'est quoi la saisonnalité des agrumes et par agrume, tu vois? Ouais. Est-ce que c'est tous les agrumes c'est la même saison? Voilà, enfin, t'as compris Alors. ma question. Et moi, je commence à perdre ma voix. Mais alors, le luxe de cette interview, c'est que je vais me prendre une petite mandarine. Ouais, alors celle-là, c'est. Ouais. Mandarine, Ouais, yes! Ah, ça fait 2 fois que je suis bon, là, je suis content. Tu peux essayer celle-là aussi, elle sera bonne. Ouais? Voilà, Ok, ça, bon, c'est une navelle, elle est sympa. Ah ouais, ok. Merci. Ah, c'est agréable, j'aime bien là, quand la peau est épaisse comme ça, là. C'est facile à éplucher. Ouais, Tu sais, ce que j'aime pas, c'est ouais, qu'elles ouais, sont se ultra décolle. fines et que ça se décolle pas. Ouais, c'est vrai. Alors, Alors, la saisonnalité la des agrumes. saisonnalité des agrumes. Alors, la saisonnalité des agrumes. Alors, je sais pas si tes parents t'ont déjà dit ça à Noël, mais à Noël, ils recevaient des oranges. Ouais. On est à peu près de la même génération, toi et moi. On connaît on a l'histoire. 5 ans Moi, d'écart. à l'époque, j'avais que Mais, des oranges. ouais, voilà, j'avais des oranges à Noël. Et toi, maintenant, t'as un Maintenant, t-shirt tu de veux une Batman. PS5, ouais. Ouais, voilà. Bon, bah, donc historiquement, en fait, en tout cas en Méditerranée, les agrumes, c'est plutôt un truc d'hiver. D'accord. C'est des fruits d'hiver. Voilà. Après, on s'est aperçu, en fait, les hommes sont aperçus en les plantant, les hommes et les femmes, en les plantant partout dans le monde, Ouais. sont aperçus en fait que déjà ça pousse partout. Ça pousse à peu près partout. D'accord. Ça pousse sur des latitudes très. Pas tous les agrumes, et ils sont pas forcément tous aussi sucrés. C'est un peu le problème, on revenait tout à l'heure de la France, mais bon, bref, peu importe. Oh, là, ça taille. Non, mais disons que voilà, les agrumes, si tu veux des fruits très sucrés, c'est vrai qu'ils ont besoin de soleil. Bon, Ouais, bah forcément. peu forcément. importe. Ouais. Mais historiquement, c'est quand même des agrumes, c'est quand même des fruits plutôt d'hiver. Ok. Ouais. Et Mhm. après, en fait, on s'est aperçu, en les plantant à d'autres endroits du monde, que tu as des régions qui sont inversées. Que par exemple, tu vois l'Afrique du Sud, elle est inversée avec le bassin méditerranéen. Bon, ça, c'est des raisons climatiques, etc. Ok. Les hivers inversés, etc. Donc, on arrive en fait à avoir toute l'année des agrumes. Ok. C'est pour ça que si tu me demandes c'est quand la saisonnalité des agrumes, je vais te dire, bah, tu parles de quelle région du monde? Ouais, ok. Alors, j'avais en tête la région ici. Genre, si tu veux consommer plutôt local, je vérifie que ça marche toujours. On sait jamais, ça arrive. Et ça marche toujours. C'est mieux. Ouais, j'ai pas une équipe de caméramans derrière. Donc, si tu veux consommer plus ou moins local, Ouais. donc dans notre hémisphère et pas trop loin, pas à l'autre bout, Ouais. c'est quoi? C'est Ou alors dans l'autre sens, c'est quoi les moments où les alertes rouges? Tu vas dans ton supermarché, tu vois ce truc-là, tu vois la tomate en hiver, tu sais voilà, qu'elle est pas d'ici. typiquement, oui, Voilà, tout à fait. c'est comme ça que je vous ai posé ma question. Tu peux me D'accord. donner un équivalent de tomate en hiver sur les agrumes? Ouais, tout à fait. Et ben, typiquement, voilà, des clémentines au mois de mai, juin, juillet, août, ça c'est pas possible. Ça vient de très très loin. Je pense d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud. Voilà, par exemple. Dans le bassin méditerranéen, la clémentine, elle commence au mois de novembre. La clémentine de saison, la Ouais. clémentine orange, telle qu'on la connaît, c'est les plus précoces, c'est novembre, décembre, janvier. Voilà, ça peut traîner jusqu'en janvier. Après, tu as les mandarines, Mhm. qui sont un peu à cheval, en fait, décembre, janvier, février, mars. Voilà. Tu as les oranges qui suivent à peu près les mandarines d'ailleurs, hein, qui sont un peu décembre pour les plus précoces, les vraiment très précoces. Mais c'est plutôt décembre, janvier, février, mars. Ça, c'est pour les oranges de table, les oranges qui sont connues comme les Dessert. oranges dessert dans la grande distribution. J'ai fait une autre vidéo toute courte Ouais. sur la différence entre une orange Navel. Navel, ça veut donc dire nombril en anglais. Ouais, en anglais et pas en arabe. Et pas en arabe comme je l'ai cru à l'instant. Ça, c'est une orange de table ou à dessert.
Tout à fait. comparé à une orange à jus. L'orange à jus, elle a à peu près autant de jus. Je sais pas s'il y a beaucoup moins de jus dans celle-là. Alors il y a plus de jus Il y en a encore même plus dans Ok. l'orange à jus. D'accord. Voilà. Mais il y a surtout une grosse différence, c'est que l'orange à jus c'est très chiant à manger. Puisque Ouais, c'est c'est hyper ça, fibreux. c'est pâteux en fait. C'est pâteux c'est et il te pâteux. reste. T'es quasiment obligé de jeter Exactement. ouais. la fibre qui est autour. Quoi. Voilà. Ok. Voilà. D'autres alertes rouges, d'autres trucs, je sais pas, des kumbava. C'est quoi le kumbava Voilà, bah, le kumbava par exemple, donc ça c'est. En fait, il faut savoir que les agrumes ils sont pas tous pareils. Ils ont C'est ça un kumbava, je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça, tout à fait. C'était donc un kumbava. En fait, les agrumes ils ont leur cycle, ils ont une seule et même floraison, Ouais. c'est en avril. Tous les agrumes. Ouais, tous les agrumes. C'est une grosse floraison Ok. qui est en Non, avril. non, mais c'est bien intéressant ça pour moyen mnémotechnique. Tous les agrumes, Tous tous les ceux qu'il y a agrumes. là, vont fleurir Au même moment. au même moment, Tout à fait. autour du mois. Mars, avril, Mars, selon avril. les climats, selon, Ok. selon les périodes, les années, etc. Et là, c'est à la fois très clair et à la fois un peu chiant parce que ça embrouille tout le monde. Pourquoi S'ils fleurissent tous en même temps, pourquoi est-ce qu'il y a. Tu viens de décrire qu'il y avait plein quand même de saisons différentes, une période différente. Bah ça, c'est Dame Nature qui fait ça. Ouais. C'est la nature qui fait ça. C'est peut-être un peu de génétique, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est que les agrumes, ils poussent pas tous de la même manière, en fait. Mhm. C'est pas aussi simple que ça. Ouais. C'est pas aussi linéaire. Et en fait, tu as par exemple des limes qui en fait fleurissent en avril et qui sont prêtes en août, voire en juillet. Donc en fait, qui ont un cycle sur l'arbre pour être à maturité de Ouais. seulement 4 mois. D'accord. Tu vois. Ok. Alors que tu as des oranges, et en particulier des oranges à jus, qui ont parfois un cycle de 12 mois. Ok. Ah oui, donc parfait. Donc, tout Voilà. Mais attends, tout à l'heure tu disais les mecs qui font les oranges à jus, pendant 2 semaines ils récoltent, et après c'est fini. Et là tu viens de me parler d'oranges à jus qui ont des cycles qui durent 12 mois. Et bah oui, mais c'est pas qu'ils les récoltent pendant les 12 mois. C'est-à-dire qu'ils les récoltent au bout de 12 mois. Au bout de 12 mois, d'accord. Je crois C'est que c'était qu'ils les pendant laissent- les 12 mois. Ah non, ils vont pas récolter. Non, c'est pas. Ça fleurit et ça pousse sur l'arbre. Oui, d'accord. Ok. Et en fait, Au bout de les 12 oranges mois. à jus en l'occurrence, ça pousse en avril. Tu vois, par exemple, la fleur qui va arriver en avril 2023, Ouais. son fruit, quand on parle des oranges à jus, va être récolté en avril 2024. D'accord. Et donc, il elle doit va être fleurir en couplée même temps Ah avec ouais, la fleur de 2024. Ouais, la ok. production de 2025. Ouais, ok. Voilà. Ok. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'après, ça induit des consommations d'eau qui sont différentes. Ah ouais, bien Ce sûr. dont on parlait tout à l'heure. Mm, mm. Voilà. Forcément. Parce qu'il y a des arbres, des variétés sur lesquelles tu gardes les fruits beaucoup plus longtemps. Ouais, et d'ailleurs tu m'expliquais que les limes en l'occurrence, Bah, les limes, en l'occurrence, elles restent sur les arbres que 4 mois. que 4 mois. Le temps Donc- qu'elles soient prêtes. Donc c'est moins de temps d'arrosage. Parce que l'arbre, quand il n'a pas de fruits, il a besoin de moins d'eau. Bah, exactement. Donc en C'est- termes de consommation d'eau, en plus du fait que tu as fait un système d'irrigation en terre, etc., je sais que c'est l'agrume principal, Ouais, celui que ouais, tu auras ouais, le tout à plus. fait. Il s'avère que, même si je sais pas si c'est un choix initial, mais en tout cas il s'avère qu'en termes de consommation d'eau, vous êtes... Bah, nous, c'est Hyper ça, light. c'est Ouais. ça dont on s'est aperçu. En fait, pour tout dire, c'est pas un choix du début. C'est plutôt Une la bonne magie surprise. des agrumes. En fait, Ouais, une bonne ouais. surprise, disons Ouais, une bonne ok. surprise. Il y en a qui croient pas à la magie. Mais une bonne surprise, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fait, il était déjà logique de faire des agrumes ici, Mhm. mais deux, en fait, très logique de faire des limes ici. Mhm. Parce que, en fait, ça consomme pas beaucoup d'eau, c'est facile à entretenir, ça va vite. Et voilà. Et puis ça plaît. Les gens, ils aiment ça, le Morito. Ok, ouais. Ça reste une des boissons les plus... Le cocktail le plus bu. Ah, maintenant le Spritz l'a battu, je crois, mais... Je crois que c'est le cocktail numéro 2 en France Ouais. encore aujourd'hui. Ah bah tiens, on est obligé, t'as parlé de Morito, on fait une parenthèse et après on reprend le fil. Morito, donc lime, c'est toujours ça qu'il y a dedans. On le met toujours avec l'écorce, on met jamais que la pulpe du fruit dedans. Donc ce qu'il y a sur l'écorce se retrouve dans notre verre, et Tout dans à fait. l'alcool, et dans notre corps, donc Tout derrière. à fait. Le problème dont on a beaucoup parlé, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 99% des limes qui viennent d'Amérique du Sud. Et d'Amérique du Sud, ça met environ 3 semaines à arriver. Au bout de 3 semaines, les limes elles vont perdre en couleur, elles vont passer de vert à jaune. Tu m'interromps si je me trompe. Hein. Donc moins vendable, voire pas vendable, parce que les consommateurs ont besoin de références et on se dit une lime c'est forcément vert. Et puis il y a des risques de maladie ou de choses comme ça. Il y a ça qui s'appelle, moi s'il te plaît, le calice. c'est ça, ouais. Le calice, Qui ressemble à une petite étoile. on a une petite toile qui est juste là. Ça protège le fruit. Je vais t'écraser ta et ça tombe toujours au bout d'un moment. Au bout d'environ une semaine, on est quasiment sûr qu'il tombe, on fait ça, il tombe. Là, c'est pas le cas, il est bien accroché. Vu que ces limes vont mettre 3 semaines à voyager, le calice va forcément tomber. Donc ce sera une porte d'entrée pour des champignons ou des maladies ou des saloperies. Donc pour protéger les limes, parce que c'est un business énormissime dans l'Amérique du Sud, pardon,
il y a plusieurs options. La première, c'est de mettre de la cire tout autour de la lime qui va la protéger et en plus lui donner un effet un peu brillant qui est malheureusement trop demandé par les consommateurs finaux. Hein, je dis nous, hein, on en fait tous partie. Donc pensez qu'un agrume qui brille, a priori, on lui a mis de la cire dessus, même s'il est bio, il y a de la cire bio. Et puis l'autre, qui est un peu encore moins clean que la cire, c'est le 2,4-D, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le 2,4-D. Exactement. Il y a certains producteurs qui vont utiliser du 2,4-D, qui est une hormone, qui est une hormone qui permet de garder le fruit vert intact en fait. Et c'est pas super à manger, quoi. C'est pas super à manger. On n'a pas trop envie d'avoir ça dans le corps. Alors bien sûr, on est en Union Européenne, on a de la chance d'être en Union Européenne. Je parle pour nous, hein, pas ici. Et donc il y a énormément de réglementations qui nous protègent pour la santé, etc. Franchement, on a beaucoup de chance, il faut se le rappeler, on n'y pense pas assez souvent. Malgré tout, il y a quand même quelques trous dans la raquette. Et il s'avère que le 2,4-D, il n'est pas contrôlé à l'arrivée. C'est ce que tu m'expliquais, hein, c'est ça? Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et puis même par principe, de toute façon, moi j'ai pas envie de manger quelque chose qui n'apporte rien à mon corps. Un agrume, je sais qu'il va apporter des choses. C'est plutôt carrément que c'est plutôt une matière active qui est carrément néfaste, hein, on peut le dire. Hein. Ouais, ok, on peut le dire. Ok, Ouais. j'avais pas jusque-là, mais oui, a priori c'est clairement néfaste. Et le problème, une fois de plus, c'est que la lime, elle est toujours consommée avec son écorce. Ouais, elle est râpée en fait. Elle est C'est râpée, ça, ou alors elle est mise dans le verre. Donc si vous êtes barman et que vous faites des mojitos, s'il vous plaît, pour nous, achetez des limes d'ici ou d'ailleurs, mais bio. Si vous achetez de la bio, déjà, on sera beaucoup plus safe. Exactement. Fin de la parenthèse pour le mojito. Si on reprend le fil de la discussion, tu fais ton choix, un peu poétique, d'agrumes. Tu sais ce que tu veux. Tu veux de la lime, tu veux de la main de Bouddha, tu veux des mandarines et tu veux des cédras. Ouais. C'est un cédra, ça? Non, ça c'est un pomelo. Putain, pomelo. Cédra, c'est où? Cédra, ça c'est un cédra. Ça, Ça on l'oublie, mais c'est un cédra. Hein. C'est un Ah oui, c'est cédra vrai, main un de Bouddha. cédra à la main de C'est Bouddha. un cédra aussi. Ok, Voilà. ça y est, je me suis déjà planté. Je suis content que ça soit aussi tard, mais. T'as fait ton choix à peu près. So what? Et là, je rejoins une autre question d'un autre membre du club, moi chef. Je montre mon iPad où je les ai notés, mais j'ai pas besoin parce que je me rappelle pour l'instant. Tu fais quoi? Tu vas chercher où c'est quoi? Tu vas chercher des pépins? Tu les plantes? Alors en fait, t'as des pépinières. Le Maroc, vu que c'est un pays d'agrumes, en fait, ils sont vachement bien organisés. T'as des pépinières en fait certifiées, qui sont des pépinières pour la plupart gouvernementales. En fait. Je suis désolé, mais je t'interromps encore parce que c'est intéressant. Tu me disais tout à l'heure que le Maroc, c'est des chiffres qui sont pas à prendre au pied de la lettre. Hein. On n'est pas sûr de ce qu'on avance, mais dans les grandes lignes, l'économie du Maroc, c'est 80% c'est de l'agriculture. Ouais, c'est ça. Bon, ça 70, tend à diminuer 80, parce que mais- le pays se développe beaucoup. Oui. Mais ça a Encore quand même une une fois, part je importante. suis pas économiste, mais l'agriculture est un secteur très important au Maroc. Et dans ces 70-80%, on ne sait pas trop, d'agriculture, il y en a 80% qui sont des agrumes. Exactement. Donc ça vous laisse imaginer le poids économique des agrumes. L'agrumiculture. L'agrumiculture Ouais. au Maroc. Tout à fait. Voilà, fin de la parenthèse. L'agrumiculture est un truc extraordinaire au Maroc. Donc Enfin, tu c'est- disais voilà. beaucoup de pépinières. Voilà, donc il y a beaucoup de pépinières, des pépinières énormes en fait, qui sont là pour alimenter des nouveaux projets de plantation. Ok. Et donc tu vas dans ces pépinières, qui sont des pépinières certifiées, en fait, qui sont des pépinières ultra contrôlées pour garantir aux producteurs, aux acheteurs de plants, des plants qui sont sains. Qui sont sains, qui n'ont pas de maladies, etc., qui vont bien pousser et qui vont te garantir en fait que si tu vas acheter des plants, tu les plantes, ça va pousser quoi. Ok, donc Voilà. attends, donc là toi tu sais ce que tu veux ça, tu vas dans une pépinière à côté. Voilà, tu vas dans achètes. une plantation, tu fais ton choix de Ok. plantation. Donc Ouais. soit tu es un poète, soit tu es un producteur, soit tu fais ce que tu veux. Tout le monde a raison au final, c'est juste une question de marché. En fait. Chacun choisit sa Bien variété. sûr. Et tu vas acheter un certain nombre de plants greffés. Les agrumes, ça marche, en fait ça pousse, ce sont des plants, c'est un porte-greffe et une greffe. Ouais, ok. Voilà, les agrumes, ça c'est très important. Ok, alors attends, parce que moi je commence à comprendre ce que tu m'expliques, mais je l'aurais pas compris si tu m'avais expliqué il y a 2 jours. J'ai eu la chance de faire moi-même. Des greffes. Ouais, de faire ma T'as fait propre ton arbre greffe. d'ailleurs. J'ai mon arbre qui s'appelle Mathilde d'ailleurs, qui sera planté ici. Pour l'instant, il est encore en pépinière. C'était très émouvant comme moment. Et donc, je ferme cette parenthèse, mais c'est un arbre qui fera des Tangelo. Tout à fait. Tangelo, j'adore ce. Rien que le nom me fait trop rire, mais en plus c'est trop bon. Fin de la parenthèse. C'est quoi une greffe et un porte-greffe? Le porte-greffe, c'est un arbre déjà qui existe, qui a été sélectionné parce qu'il est résistant à des potentielles maladies et qui est vigoureux, c'est-à-dire qu'il va bien pomper de la sève pour l'apporter aux fruits. Donc ça fera plus de fruits. Mais ça pourrait être un citronnier par exemple, alors que nous on veut faire un
tangélolo, dans le cas de l'arbre Mathilde. Ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher un tangélolo. J'essaie de faire simple, hein. On coupe ce qu'on appelle une baguette, c'est une petite branche de l'arbre. Ensuite, on coupe un œillet, c'est ça? Un œil, ouais, on récupère l'œil, donc on coupe un tout petit bout de ce qu'on appelle un greffon. Ouais. Et ce greffon, pas très simple, on vient le mettre sur le porte-greffe. On fait une petite entaille, on met un petit pansement pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Exactement. Et ensuite, c'est cet arbre-là qui est déjà là, qui a déjà quelques années éventuellement, donc on a gagné ces années de pousses, et surtout qui résiste aux maladies et qui est vigoureux, va alimenter ce greffon, et c'est ce greffon qui va donner des agrumes. Exactement, c'est ça. Voilà. Tu as très bien résumé, c'est Super. ça, c'est qu'en fait un arbre d'agrumes, c'est un arbre en deux parties. À l'origine, en fait, tout simplement, c'est un pépin de porte-greffe. C'est un pépin qui est choisi, qui est sélectionné, qu'on met dans la terre, qui pousse et qui va être en fait le porte-greffe qui va par définition porter la greffe. Ouais. Donc ça va être ta base, en fait, ça va être les pieds. Ça va être, ça va être ta base qui va pendant 50 ans, 80 ans, c'est à peu près la durée de vie moyenne d'un agrume, qui va en fait se nourrir du sol pour grandir et du coup apporter toute l'énergie nécessaire à ton greffon, à ta variété en fait qui va être greffée sur le porte-greffe, qui va lui apporter toute l'énergie nécessaire pour chaque année faire une floraison et des fruits. Ok, très bien. Donc toi, tu achètes ces plants en pépinière sur des porte-greffes Tout à fait. qui sont prêts à être plantés. Comment tu choisis ta pépinière? Il n'y a pas 30 000 pépinières possibles, il y a 2-3 gros acteurs de pépinières, parce que c'est des pépinières semi-gouvernementales en réalité, parce qu'en fait c'est le patrimoine du Maroc, hein, les agrumes, donc c'est très bien organisé, très bien régulé, donc ce sont très beaux acteurs, tu les achètes chez eux. Et puis, très bien, voilà. ok. Tu plantes, comment tu choisis est-ce qu'il y a une logique là ou... Ah oui, tout à fait. Alors là, ça c'est vraiment, c'est là où l'agronome a son gros boulot. Parce que là, c'est une partie hyper importante en fait. Autant au début, on parlait de l'importance de la source d'eau, autant là, les sols, la nature du sol, son capacité à filtrer l'eau ou à la retenir, etc., va t'orienter dans le choix de ton porte-greffe. Tu comprends? Bien sûr. Tu as des porte-greffes qui vont être plus superficiels, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un système racinaire dans les 30 premiers centimètres du sol, même s'il a 80 ans. D'accord. Et tu as des porte-greffes au contraire qui vont aller très 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 en profondeur. Et donc ils vont aller puiser très profondément dans les horizons très profonds. Le sol, on appelle ça, en fait c'est une succession d'horizons. C'est ce qu'on fait en pédologie. Dans quel cas tu voudrais pas un porte-greffe qui va aller profond? En fait, par exemple, tu vas avoir certains sols qui assez profondément vont avoir, je sais pas moi, une énorme quantité de sel ou de calcaire. D'accord. Et ça, c'est pas super pour les agrumes. D'accord. Voilà. C'est juste ça. En fait, tu vas jouer avec ta nature du sol dans le choix de ton porte-greffe. Donc en fait, c'est pas que l'emplacement d'un point de vue en deux dimensions, il y a aussi une troisième dimension qui est importante. Tout à fait. Donc en fait, ce que tu vas acheter, si on revient à l'étape d'avant, à ta pépinière, va être drivé aussi par ton étude de sol. Ton étude de sol. Tout à fait. Par ton étude de sol. C'est bon, t'as tout planté. Et après, j'insiste juste sur quand même un truc. Le truc hyper important, c'est de choisir, et ça c'est un truc hyper important dans l'écologie qui est assez à la mode aujourd'hui, c'est de choisir des variétés, enfin en tout cas s'adapter à son climat, c'est-à-dire de choisir des plants qui sont endémiques, qui sont endémiques de la région. Voilà, ça c'est hyper important. Qu'est-ce que tu aurais pu prendre qui n'aurait pas été endémique? Typiquement des mangues, des avocats. Voilà, ça, mais en agrumes. En agrumes. Non, en agrumes, tout pousse sous le climat méditerranéen. D'accord. Tout pousse. Il y a pas de. T'as tout planté, c'est là. C'est des bébés quand même, hein, ils ont quoi, 1 ou 2 ans? Voilà, c'est ça, 1 an. Et là, tu fais quoi? Tu te fais chier après? Et en fait, ils sont greffés. Ils sont déjà greffés. Tu achètes théoriquement les plants déjà greffés en pépinière. Et tu les plantes. Et après, ce qu'on fait, dans un souci en fait d'organisation du travail, tu essayes quand même de rationaliser un peu les choses. C'est-à-dire que tu vas planter ce qu'on appelle des parcelles, des blocs de environ 1, 2, 3 hectares, avec une seule et même variété. Pourquoi? Parce que en fait, c'est juste une logique d'organisation. Quand tu veux récolter,
voilà, c'est plus simple de savoir que Oui, bien sûr. Ouais. sur la parcelle numéro 1, tu as, Des limes. de la lime. Mm. Sur la parcelle numéro 2, tu as des yuzu. Sur la parcelle numéro 3, tu as des pomelos. Parce que si sur la parcelle numéro 1, tu as du yuzu, du pomelo, c'est ça, Yuzu. du yuzu, du pomelo, de la lime, et ben en fait, en termes de traçabilité, en termes d'organisation, en termes de rationalisation bien économique, sûr. en fait, c'est juste une question de C'est pouvoir évident. C'est évident. étudier aussi les performances économiques, Ouais. agronomiques de tes parcelles. Ouais. C'est-à-dire pouvoir identifier des éventuels problèmes de production. Savoir que cette parcelle-là, elle produit beaucoup plus qu'une autre. Bon, Pourquoi oui, Ouais, et ouais. pourquoi Et pouvoir toujours s'améliorer. Mais ma question c'était combien de temps avant d'avoir tes premiers fruits? Ah, ça va très vite. Surtout au Maroc, où les jours sont longs. Enfin, les Même quand périodes tu viens chaudes. d'acheter tes plants? Ah oui, ça va Ok. très très vite. C'est-à-dire que quand tu achètes des plants qui ont en général 1 an et demi, 2 ans, Ouais. tu les greffes et 2 ans plus tard, tu as des fruits. Attends, tu les greffes ou ils sont déjà greffés? Alors tu peux soit les greffer toi-même. Ouais. Et toi t'as fait quoi? Nous, on a fait les deux. Les deux. Parfois, Ok. pour certains arbres, on a acheté des plants déjà greffés Ok. pour des variétés très classiques, parce qu'on voulait aussi faire de la variété classique. Il n'y a rien de mieux qu'une belle orange, Mhm. il n'y a rien de mieux qu'une belle clémentine. Ça c'est classique pour toi? Ah oui, Ouais, ouais, une ouais. navelle, c'est très classique. Ok, Il y en a très bien. beaucoup, Ouais, ouais. beaucoup, beaucoup au Maroc. Des très très bonnes d'ailleurs, Mhm. pas forcément que chez nous. Et tu as des Et très très belles Les variétés. plus rares, c'est toi qui les as greffés toi-même. Alors nous, effectivement, les plus rares, c'est nous qui les avons greffés nous-mêmes. Ok. C'est-à-dire qu'on a acheté seulement des porte-greffes. Et on a Ouais. greffé nous-mêmes les porte-greffes. Et Avec nos des variétés. greffons qui viennent d'où? Alors c'est pas des greffons. En fait, on a utilisé, on a introduit en fait les variétés qu'on a eues. On les a introduits de l'INRA Ok. Corse sous forme de graines. En fait, D'accord. donc c'est un système qui est assez lourd, l'importation de variétés, parce qu'en fait c'est très rigoureux, très normé, l'échange de variétés entre les pays, parce Ouais. que c'est quand même un patrimoine génétique. Ouais. Euh, T'as beaucoup de contrôles aux et frontières. donc voilà, tu as beaucoup de contrôles aux frontières, surtout des contrôles en fait sanitaires. D'accord. Pour C'est pas surtout amener de de maladies ne ou... pas amener de maladies d'un pays à un autre. Et donc ça c'est hyper important parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait l'économie des agrumes, c'est un truc, l'agrumiculture, c'est un truc hyper important dans le PIB marocain. Oui, oui, donc tu veux pas ramener une maladie qui va te Et donc, flinguer. si tu ramènes une maladie et que tu contamines des vergers, c'est très très grave socialement en fait. Ouais, C'est pas ouais, juste ouais. économiquement, c'est Bien sûr, socialement, bien c'est sûr. très grave. Donc, Donc là, tu as acheté des graines à l'INRA Corse voilà. que tu as amené dans une valise ou C'est dans un sac à dos? c'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. En fait, tu passes par un processus de quarantaine D'accord. dans les aéroports, voilà, de douane en fait. Quarantaine Et- au sens propre du terme, 40 jours ou c'est moins? C'est plus parce qu'on parle de Ça dépend des graines, ça dépend. Ok. On va pas rentrer dans les détails, mais en fait c'est, oui, en fait c'est 40 jours. Enfin, ils font, en fait, si tu veux, ils vont faire une batterie de tests D'accord. sur le matériel génétique que tu importes. Et avec cette graine, tu fais quoi? Et avec cette graine, du coup, c'est-à-dire que dès qu'elle est sortie de quarantaine, dès que Mhm. les douanes enfin c'est pas les douanes, c'est les douanes en fait, elles le remettent à un organisme ici au Maroc qui est en fait l'équivalent de l'ANSES en France, Ouais, ok. qui est une autorité de santé publique, de santé sanitaire, et qui va en fait faire une batterie de tests pour dire ton matériel est sain. Il va te rendre le matériel génétique du coup que tu as importé, donc Ouais. les graines qui va te les rendre, et toi tu vas semer tes graines. Ok. Ok. Et donc, ces semis-graines, ça va te donner, ça va pousser, et ça Ouais. va te donner une baguette. Ok. Et là, Et tu donc, récupères de l'œil, cette baguette, tu fais ton greffon. tu fais tes greffons, et tu clones. Et là, c'est là que tu dois faire tes choix de plantation. C'est-à-dire, Ouais, ok, ok. bon, je veux faire 30 arbres de pomelo, je veux faire 30 arbres de yuzu, je veux faire 45 arbres de lime, je veux faire, voilà. Et c'est comme ça que tu Ok. avances. Ça récolte donc quasiment au bout d'un an. Tu commences tes premières récoltes. 2 ans. 2 ans. Ouais, 1 an, 2 ans. 2 ans. Ok. Et là, c'est parti, quoi. Ça y est, t'es lancé. Et là, C'est quoi l'enjeu suivant? Et là, l'enjeu suivant, en fait, c'est de les vendre. Ouais. Il faut les vendre parce qu'en fait, il faut faire vivre les gens qui travaillent. Mhm. À commencer par moi, le directeur. Ouais, Mais bien sûr, avant moi, il y a tout un tas de gens absolument indispensables qui sont les ouvriers, en fait, les Ça hommes et les représente femmes. combien de qui salariés travaillent environ, ici. Alors, en période calme, là, maintenant? c'est-à-dire comme aujourd'hui, où on n'a pas de récolte aujourd'hui, on laisse les arbres se reposer un peu. Mhm. Après les fêtes, on a tous bien mangé. Les gens, ils mangent plus beaucoup d'agrumes. Mais là, ça représente environ 30 personnes aujourd'hui. 30 personnes. Voilà. Ouais. Dedans, tu as un peu de taille, des gens qui vont faire la taille, des gens qui vont faire du désherbage, puisque nous, on fait du désherbage manuel.
tu as des gens qui vont ramasser éventuellement des fruits chutés. Voilà, tu as plein d'opérations qui sont des opérations en fait, de maintien du verger quotidien. Ok. Voilà. Ok. Et donc après. Je Ouais, ouais. une petite parenthèse, tu parlais de fruits chutés, ça me fait penser à un truc intéressant que tu m'as raconté hier quand on se baladait dans les vergers. Une des particularités ici, c'est bon, un fruit qui tombe, c'est un fruit qui est perdu, il faut le jeter, c'est chiant économiquement, c'est pas intéressant. Tout à fait. Par contre, la contrepartie de ça, c'est que si le premier fruit commence à tomber, c'est qu'a priori, il était arrivé à pleine maturité, donc que les autres y sont aussi ou en sont très proches. Et c'est une de vos particularités dont on est assez fier, et donc c'est pour ça que je voulais aussi le souligner, c'est que les fruits, quand vous les agrumes, quand vous les récoltez, ils sont vraiment à pleine maturité, aussi parce que vous êtes capable de les livrer rapidement. C'est pas 3 semaines. Voilà, transport. ça aussi, ça c'est un grand axe de l'agrumiste. C'est-à-dire qu'un des grands choix de départ qui nous tenait à cœur depuis le début de l'agrumiste. C'est-à-dire de produire des fruits, produire de la diversité, la mettre, voir les choses en grand pour la mettre en accès au plus grand nombre, et pas seulement aux grands chefs parisiens, mais aussi produire bon et à maturité. Nous, on a souvent été confrontés, enfin toi et moi, dans notre enfance, au supermarché, etc. Les gens qui nous écoutent certainement aussi, on est souvent confrontés en fait à des trucs qui sont pas mûrs, qui n'ont pas de goût, qui sont fades. Enfin, tu vois, ça va pas quoi. C'est pas, c'est un truc de grande conso. Voilà, et ben nous, on avait envie de sortir de ces sentiers battus là et en fait de produire des fruits à maturité et pas des fruits qui ont 3 ans, enfin pas 3 ans, mais disons 3 mois de frigo, Ouais. qui ont été récoltés quand ils étaient encore très très verts et qu'on a mis à mûrir dans des chambres Non, mais c'est intéressant de que tu dis maturation, etc. Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, sans citer qui que ce soit et sans leur jeter la pierre, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de survivre économiquement, Ouais. c'est quoi la version la pire, selon toi, d'un agrume? On prend une orange, tiens, on va prendre une orange la Navel, là, à nouveau. C'est quoi la pire version de ce truc-là? Bah, moi, je vais prendre l'orange, par exemple, des clémentines. Tu vois, les clémentines, t'as sur les marchés. C'est pour ça, je rebondis là-dessus. Tu m'as demandé tout à l'heure, c'est quoi la saison des agrumes? Moi, souviens-toi, je t'ai dit novembre pour les clémentines. Ouais, j'avais oublié. Et il y a, mais et il y a ouais. des gens qui ont l'appât du gain, et encore une fois, on leur jette pas la pierre, il n'y a pas de souci, qui vont arriver sur les marchés avec de la clémentine en septembre. Alors Ah oui. comment ils font? C'est qu'en fait, ils récoltent la clémentine verte, très verte, elle est verte comme ça, Ah oui, ok. et ils vont faire ce qu'on appelle une opération de déverdissage. C'est moche. C'est moche. Ouais. Et comment tu fais ça? Et donc en fait, ils vont un peu en fait faire cuire ou maturer la variété en injectant de l'éthylène dans des chambres. L'éthylène, c'est ce qui se dégage naturellement des fruits. Voilà, c'est ça. Donc quand là, ils mûrissent. c'est pas du naturel, c'est Ok, c'est un c'est- gaz du ouais. coup, et ça va permettre de faire maturer les agrumes. Donc attention, ça va pas ensuite être impropre à la consommation. Bon, c'est juste qu'en bio, c'est interdit. Ok, en Voilà, bio. D'ailleurs, on l'a pas encore dit, mais on y verra. Ici, c'est du bio. Voilà. Voilà, toute la production est en bio. Et donc voilà, l'éthylène, c'est voilà, une manière d'accélérer la maturité des fruits. D'accord. Voilà. Ok. Et donc en fait de sortir des périodes commerciales Ouais. pleines et donc d'arriver sur les marchés Ok. avec les premières clémentines. Très bien. Et donc les vendre un peu plus cher. Ça, on n'aime pas. Et en plus, c'est marrant, tout à l'heure, quand tu as parlé des souvenirs de fruits qui n'ont pas de goût, dans les agrumes, c'est un peu plus difficile de faire des différences, mais il y en a un qui me marque vraiment, particulièrement, c'est les clémentines ou les mandarines. Bah, c'est pour ça que j'ai pris Ouais, cet ouais, exemple. ouais. Voilà. Où vraiment, ça arrive d'en avoir Des fades. des fades, quoi. Bah, Y c'est a souvent parce rien, qu'elles sont y a récoltées rien. beaucoup trop tôt. Ok. Voilà. Et donc, nous, bah, je repense, j'essaie de retomber sur mes pattes avec cette histoire de maturité. Nous, voilà, on est vraiment en fait à l'opposé de ce genre de système dans le projet de l'agrumiste. Dans le projet de l'agrumiste, on va plutôt attendre l'extrême maturité. Enfin, c'est pas l'extrême, mais la juste maturité Ouais, d'un ouais. fruit, en fait. Ouais. C'est-à-dire, on n'attend pas que tous les fruits soient chutés, parce qu'on va pas ramasser Mhm. des fruits au sol. Mais en fait, d'avoir un fruit juste au goût, en fait, juste avec le bon taux de Brix, le bon taux d'acidité. Brix, c'est le taux de sucre. Voilà, tout Ouais. à fait. Le Brix, c'est le taux de sucre, excuse-moi. Et du coup, on va le récolter. Et en fait, pourquoi notre modèle économique il marche, en fait, c'est parce que on les vend vite. C'est-à-dire que on prétend pas, on n'a pas dans notre logique de faire 3 mois de frigo et de spéculer Ouais. sur nos fruits. C'est pas ça l'idée. C'est qu'en fait, on veut vraiment les récolter à maturité parce que notre modèle économique,
il est basé sur la vente très rapide. Ouais, ok. C'est-à-dire que nous, ce qu'on emmène, c'est vendu à J+4, J+5. C'est-à-dire que c'est très très rapide. Ouais, C'est proposé à la consommation, c'est sur les étals des grands chefs, des tables, etc. Je confirme, c'est excellent. Et en boutique, etc. Très très vite. Ouais, ok. Voilà. Alors, tu as donné, c'est trop bien, merci pour cette réponse. Tu avais un exemple qui va dans un sens, c'est genre pousser le mûrissement alors que ça ne devrait pas être mûr. Tu m'as aussi parlé de l'exemple inverse. C'est genre, tu as des fruits qui sont mûrs, mais tu veux les garder beaucoup plus longtemps et tu les mets au frigo pendant 3, 4, 5 mois. C'est pas toi, hein. Non. Je parle de ceux qui. Alors eux, c'est plutôt non, c'est plutôt c'est-à-dire que eux, ils vont récolter très 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 tôt. Ouais. Ils vont en fait donc c'est vert, ils vont juste en fait les faire déverdir, les rendre Ouais. orange. Ça, c'est Et après, ce qu'on vient de raconter, ça. Ouais, et ils Ouais. vont bloquer en frigo et les stocker pendant 3-4 mois. Mais quel intérêt de bloquer? Parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, c'est ça permettait de les vendre avant tout le monde, avant la saison. Ouais. Donc t'as pas besoin de les mettre au frigo. L'idée, c'est que dès qu'ils sont mûrs, tu les vends. Oui, après, faut comprendre que ça va être quand même des entreprises, des groupes qui parlent pas de petits volumes. Hein. Là, on D'accord. parle de très 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 Ceux qui font ça. très gros volumes. D'accord. Et voilà, donc qui ont besoin de traverser parfois des continents, etc. etc. Et voilà, d'ailleurs, qui vont pas forcément jouer sur le stockage, ils vont pas tous stocker plus de 3 mois. Hein. Parfois, c'est vendu très vite, en fait. Ok, ok. C'est le marché, en fait, qui Mais- dicte tout ça. C'est quoi l'impact d'avoir. Imagine, demain je vais dans un bistrot parisien, je demande un jus d'orange pressé. Moi je suis content quand je fais ça, je me dis, bon, au moins c'est une orange, c'est un fruit, il n'y a Ouais. rien qu'à ajouter. Au final, maintenant que je comprends un peu mieux les choses, je me dis, il y a de fortes chances pour que cette orange, elle soit pas bio, et qu'elle ait peut-être passé 3-4 mois dans un frigo. C'est quoi l'impact? Est-ce que je dois m'en inquiéter et est-ce que, est-ce que c'est moins bien qu'une orange qui vient d'être récoltée? Bon, j'ai l'impression que ma réponse est dans ma question, mais c'est quoi l'impact d'une orange qui a été stockée 3 mois dans un frigo? Bah. En fait, je pense, moi je suis pas diététicien, hein, j'en sais rien, mais je pense quand même que quand tu dépasses une certaine durée de vie quand même d'un produit, je pense quand même que le goût, moi je parle pas forcément en fait des bienfaits sur le corps, je parle juste du goût. Ouais, ok. Moi j'ai déjà observé que, et j'en suis persuadé, que quand tu cueilles une orange, tu la manges tout de suite, elle a quand même bien meilleur goût que quand tu la manges 3 mois plus tard. Hein. Voilà. Donc moi je peux pas trop argumenter Ok. sur le côté en fait Mais, santé, etc. Ok, une orange qui est restée dans un frigo 3 mois, elle est juste restée dans un frigo 3 mois. On n'a rien rajouté, il n'y a pas eu de produit ou de machin. Alors si, c'est-à-dire que les gens qui vont en fait spéculer sur les fruits, enfin c'est-à-dire stocker pendant très très longtemps, Ouais. bah oui, ils vont mettre tout un tas de fongicides, etc. pour éviter le développement de champignons, etc. dans les frigos. Ah bon? Ah oui, oui. Être au frigo, ça suffit pas à stabiliser tout et à ce que ça bouge pas? Ce serait extraordinaire, mais non. Donc non. c'est pas une hypothèse que tu fais, c'est que tu sais que si c'est 3 mois au frigo, il y a forcément du fongicide qui est mis. Ah bah oui, ça de toute façon, Fongicide, c'est- chacun peut faire un... Dans le bio, on a le droit de mettre du fongicide ou pas? Non, Non. non. Donc, c'est quelqu'un qui fait du bio. A priori, il va pas laisser son orange. Ah non, il va pas pouvoir la laisser 3 mois en frigo. Ok. Non, elle va pas tenir pendant 3 mois. D'accord. Voilà. Bon, Ok, après, ça l'orange, me c'est semble quand même un intéressant, fruit robuste, mais Ah, la c'est clémentine, intéressant. par exemple, voilà, ça va pas tenir 3 mois. Ok, non mais là c'est hyper intéressant parce qu'on met le doigt sur un truc, un intérêt évident marche du sur label la bio. De quoi? Ça marche toujours la vidéo. J'espère, je vais voir après cette question. Un des points hyper intéressants du label bio, dans ce cas de figure, c'est que si un C'est la agrume fraîcheur des est fruits. bio, Il est frais. indirectement ça garantit sa fraîcheur. Ah parce oui. qu'on n'a pas pu mettre de fongicide qui aura Tout à fait. empêché qu'il y ait les champignons qui se Tout à développent fait. dans le frigo qu'on Tout aura à fait. stocké. Ça, je le garantis à nos auditeurs. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un fruit qui est bio, mais c'est pas seulement un agrume. Hein, on peut parler d'une carotte, hein, si on Oui, mais on pense pas ça naturellement. Mais, Bio, on pense pas d'engrais chimiques et pas de pesticides. Mais c'est et en fait- fraîcheur des fruits. Et en bien fait, sûr, il y a aussi bien un sûr. impact indirect, c'est que vu qu'on peut pas mettre de fongicides, on peut pas les garder trop longtemps dans un frigo, donc ils sont forcément plus frais au moment Mais où on bien les sûr, consomme. bien sûr. Ah mais ça, bien sûr. c'est génial, Bien c'est sûr. génial. C'est-à-dire qu'en Tellement fait, génial que je veux pas le perdre, et donc on va faire une coupure pause, ça marche. coupure pub. Juste pour être sûr que la vidéo marche toujours, et j'en lancerai une deuxième. Eh ben oui, bien sûr. Coupure parfaite pour vous parler du sponsor de cette vidéo. Tous les mecs sur YouTube font ça parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent avec les sponsors. Le sponsor de cette vidéo, c'est le Club Moi Chef en l'occurrence. C'est nous. Si on peut faire ces vidéos,
si je peux venir en bagnole ici, passer 4 jours ici. Il y a du travail de journaliste qui est fantastique et les journalistes ils peuvent rester une demi-journée, une journée grand max. Moi j'ai cette chance et ce luxe de pouvoir rester 4 jours. Ça me permet d'aller hyper loin dans les questions et de pousser toutes les portes et voir si jamais il y en a qui restent fermés. Pour l'instant c'est pas le cas, tout m'a été ouvert ici. Donc le sponsor c'est le Club Moi Chef. Le Club Moi Chef c'est quoi? C'est un club d'ultra passionnés de gastronomie. Et on a trouvé un modèle économique qui nous permet de mettre en avant et de valoriser le travail des super producteurs comme Julien. Comment on fait ça? Je vais vite, promis. On a un club de passionnés, aujourd'hui 600 membres, on s'arrêtera à 1000, on y arrivera bientôt. Ces 600 membres payent une cotisation pour faire partie du club, pour nous soutenir dans notre démarche. Et en échange de ça, les membres vont pouvoir découvrir des super producteurs et acheter leurs produits. Sachant que parfois, ces produits, on ne peut pas les trouver dans le commerce, ou c'est que des professionnels qui vont les acheter. C'est pas le cas cette fois-ci, c'est-à-dire que là, les particuliers peuvent acheter tes agrumes, par contre, les particuliers l'achètent au prix B2C, comme on dit dans le milieu, au prix public. Nous, on est un club qui achète au tarif pro et on prend aucune commission sur ses ventes. Donc, on va acheter au même prix qu'achèterait un chef. On n'applique pas de commission, ce qui fait que pendant une durée limitée, les membres vont pouvoir acheter ces agrumes à un prix qui est introuvable ailleurs, puisque il n'y a personne qui a un modèle économique où il ne prend pas de marge sur les ventes. Tout à fait, tout à fait. Et ça, je tiens à le préciser. Voilà, nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un grand répertoire de clients. Et c'est vrai que bravo en fait au projet Moi Chef. Vous êtes les seuls effectivement à faire le boulot, de mettre en avant les producteurs, etc. C'est particulièrement agréable de ne pas avoir un lien économique, en fait, un lien de commission, etc. Ouais. Qui est souvent la pratique dans le milieu nécessaire en fait pour forcément, pour c'est vendre normal, des fruits et légumes. c'est normal. Et encore une fois, oui, tout à fait, c'est normal. C'est-à-dire que voilà, nous on vend aussi à des grossistes qui ont besoin aussi de survivre et qui nous aident en fait à écouler aussi notre production. Mais l'énorme enjeu de ce modèle économique, c'est de créer quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est la confiance. Et la relation qu'on a. Donc la relation qu'on a avec Julien, elle est hyper saine parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu financier, il ne va pas essayer de me vendre plus de produits. Il sait que moi, je ne vais pas essayer de baisser les prix ou des choses comme ça. On a une relation hyper simple et j'ai exactement la même relation avec tous les membres du Club Moi Chef qui savent que si je suis ici, je ne suis pas payé pour être là. Je ne vais pas gagner de l'argent si on vend plus de cédra. J'ai pas pris le bon. Bref, vous avez compris. Et en plus de ça, on fait des événements incroyables. Mais de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous êtes probablement membre du Club Moi Chef, donc vous le savez déjà tout ça. Fin de la pause sponsor. J'ai toujours rêvé de faire ça. Moi, je regarde plein de vidéos sur YouTube et un jour, je ferai. Peut-être qu'un jour, on aura un vrai sponsor, j'en sais rien. Mais il n'y a pas besoin. On revient à notre discussion. On va essayer d'accélérer un peu parce qu'elle est longue cette vidéo, mais c'est le format. C'est normal. Et là, on commence à mettre le doigt sur un truc intéressant, c'est le bio. Donc, ce qu'on disait avant ma coupure sponsor, c'était le bio, c'est pas que la garantie de pas d'engrais chimiques. Donc, il peut y avoir des engrais, mais pas chimiques. Et pas de pesticides. Ça, on va en parler en détail. Mais il y a aussi un effet de bord qui est mais donc, vu qu'on peut pas mettre de fongicides, forcément, on est sûr que les produits sont frais. Sont frais. Une fraîcheur des fruits. Tout à fait. Ça, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est une découverte pour moi. En tout cas, si c'est une découverte. Mais vas-y, parle-nous du bio et ce que ça implique pour toi, dans les avantages, dans les inconvénients, comment ça impacte les coûts. Enfin, c'est un sujet qui est passionnant. Et sache que j'ai énormément, non pas énormément, mais j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit agrumes bio Maroc, t'es sûr de toi là? T'es sûr qu'ils vont pas te la faire à l'envers? Ne surtout pas voir de potentiel racisme derrière ça ou un truc comme ça, c'est absolument pas ça. Je connais des gens qui m'ont dit ça, c'est pas le sujet. C'est juste, c'est loin. On sait que l'Union Européenne contrôle beaucoup de choses et parfois il est un peu tendu avec ces sujets-là. On peut avoir tendance à penser que c'est moins le cas ici. Est-ce que c'est le cas? Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est bien bio ce que tu fais? Viens là, toi. Alors, comment on peut s'assurer que c'est bien bio? En fait, tout simplement, c'est-à-dire que c'est simple, il suffit d'ouvrir des fruits et de les tester. Voilà, de l'envoyer dans les laboratoires, on teste des fruits, et là on vérifie si c'est bio ou c'est pas bio. S'il y a des traces de pesticides, c'est pas bio. Si vous voulez faire ça. J'ai raconté n'importe quoi. Mais c'est pas le cas. Ce qui est important, en fait, c'est de dire qu'on va en bio ou pas en bio. Voilà, quand il y a des colis qui sont étiquetés en bio avec le label agriculture biologique, ceux-là, on les prend, on ouvre les fruits, et s'il y a une trace de résidus de pesticides, etc., c'est que c'est pas bio tout simplement. Voilà. Tu vas nous expliquer ce que ça implique pour toi le bio, et là tu viens de dire quelque chose, il faut que je rebondisse dessus tout de suite, et c'est tout l'intérêt pour moi de passer 4 jours ici. C'est qu'au bout d'un moment, en poussant les portes, en avançant, en marchant, en posant des questions, j'ai vu à un endroit, il y avait écrit à gauche bio,
À droite, conventionnel. Ah bon? Mais comment ça, tout n'est pas bio? Comment ça peut être à moitié bio? Si on voit ça rapidement et qu'on n'a que 2 heures devant nous, on peut partir là en se posant des questions en se disant tiens, c'est un peu louche cette histoire. Voilà. Sauf que là, on a eu le temps d'en parler longuement. Ouais, ouais. Je vais me permettre de donner ma version de ce que j'en ai compris et tu m'interromps si je me Tout à trompe, fait, tout à fait. ou tu préciseras. Il s'avère que bah ouais, là, on est dans la vraie vie, c'est le vrai monde. C'est pas juste la publicité où il faut aller très vite et que le message soit hyper limpide. On a le temps de se poser toutes les questions. Et notamment, il y a une question que tu as déjà abordée à plusieurs reprises, c'est il faut aussi qu'il y ait une rentabilité économique de ce lieu pour que toi tu puisses vivre, pour que les gens ici puissent vivre et que le projet soit pérenne. Mhm. Et tant que vous n'aurez pas trouvé tout votre marché dans le bio, et malheureusement en ce moment on le sait, le marché du bio est un peu en train de dégringoler parce que les gens ont un peu moins d'argent, mais il faudra aussi que les agrumes que tu ne vends pas en bio, tu puisses les vendre. Et des fois tu as des gens qui te disent je ne veux pas payer le prix du bio. Et attention, parce qu'en plus j'ai écouté le podcast de Thinkerview avant de venir, donc je sais les arnaques qu'il peut y avoir dans le monde du bio. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, la production, 100% de la production des agrumes est bio. Il n'y a pas Exactement. un agrume qui sort qui arrive à l'emballage qui n'est pas bio. Et c'est une fois qu'on passe le stade de l'emballage ou du tri, enfin, dans la station, hein, Ouais, ouais. c'est là qu'éventuellement un agrume qui était bio peut ne plus être bio. Pourquoi? Tu préciseras tout ça, hein, je fais la version résumée là. Pourquoi? Parce que si l'acheteur, il s'avère qu'il est loin et que lui voudra stocker ses agrumes pendant 2 semaines par exemple, pour ces raisons, c'est son problème, c'est lui qui achète, il va te demander et t'imposer, par exemple, Mhm. d'utiliser un fongicide ou de mettre de la cire. Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, à partir du moment où tu fais ça, tu sors du cahier des charges bio. Donc, toi, tu as toute ta procédure, tu as ton lot qui est complètement distinct des autres, et celui-ci, dans lequel tu vas mettre un peu de cire autour, lui, va, si c'est pas de la cire bio, parce que tu peux le faire avec de la cire bio. il me semble. Exactement, exactement. Bon bref, j'espère que j'étais clair. Je fais encore un résumé du résumé. 100% de ce que tu produis ici est bio. Donc aucun engrais chimique, aucun pesticide, Exactement. aucun fongicide. Quand Et ça c'est- arrive... et c'est à la station de conditionnement que se fait le choix, l'aiguillage en fait, Ouais. entre bio et conventionnel. Ouais. Voilà. Dans un monde parfait, tout le monde achète du bio. Mhm. Mais aujourd'hui, il y a encore des gens qui te disent non, moi... Exactement. Et c'est là où, en fait, nous, on est en fait un projet dans un projet. C'est-à-dire que le projet de l'agrumiste, c'est-à-dire que quand on est dans ce genre de cas, on sort du projet de l'agrumiste. C'est-à-dire que nous, on est un verger, comme tu l'as dit 2 fois, 100% en bio, en pratique uniquement bio. En fait, comme tu l'as vu, on est un truc complètement enherbé, on fait aucun désherbage chimique, on n'a pas d'engrais, on fait très très peu Alors, d'opérations de tracteur, Tu etc. as des engrais? Bio, du coup, Ouais, c'est du tu as fumier, des engrais etc. bio. Voilà. Ouais. Mais Attends, non, pour être précis, tu utilises du fumier et aussi des engrais et que des tu engrais achètes aussi qui sont bio. foliaires qu'on achète chez un fournisseur qui s'appelle Éléphant Vert. Qui est un faiseur français, je crois d'ailleurs. Tu me disais pas ça? C'est Euh, pas une boîte française? Oui, c'est ça, c'est une boîte française et Ouais. ils ont une filiale du coup au Maroc. Ouais, ok. Éléphant Vert, Ok. voilà, Ok. qui est un gros producteur d'engrais verts, d'engrais bio. Engrais bio. Voilà. Ok. Et donc nous voilà, on est des producteurs 100% bio et à la station, en fait, on a le choix de rester dans le cadre du projet agrumiste, Ouais. donc de conditionner en fait avec des caisses qui vont être brandées agrumistes, étiquetées en bio. Ouais. Voilà. Et ensuite, si on le veut, on a aussi la liberté d'aller voir d'autres clients. C'est parfois un peu sous la contrainte, c'est-à-dire que nous, on aimerait tout vendre en bio. Mmh. Mais comme Ouais, tu ok. l'expliquais bien, comme tu le résumais très bien, en fait, le marché du bio est quand même un marché qui débute, qui Mhm, est à ses prémices, quand même. On a Ouais. l'impression que tout le monde veut du bio, mais c'est plus compliqué que ça. Les gens veulent du prix. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et Ça se comprend, ça se comprend. voilà. Mais après ça soulève un autre débat qui est en fait, le produire en bio est pas forcément plus cher de produire en conventionnel. Ouais, oh, ah oui, ok, je vois très bien où tu veux Ouais. aller avec ça, mais en même temps, pourquoi est-ce que tu aurais des clients qui veulent quand même te l'acheter en conventionnel? Parce que en fait, il y a Tu leur vendras moins cher à eux? alors nous, on va vendre au même prix. C'est pas une question de bio, pas bio. Nous, Pourquoi ils vont te demander un truc En fait, j'ai ma réponse, mais c'est c'est important que que le tu me la monde donnes. est fait comme ça, c'est-à-dire Mais pourquoi il va te demander du conventionnel et pas du bio, lui? Si tu vendrais au même prix que du parce bio. que le conventionnel, ça va les rassurer sur la capacité de stockage longue durée. Mmh. Et donc, ils vont pouvoir brasser du volume. Ok, j'explique parce que je suis pas sûr que ce soit hyper limpide. Bah, Quand tu veux dire capacité de stockage, c'est c'est- le fameux fongicide ou Voilà, c'est ça. C'est qu'ils vont être rassurés du fait que ouais. la marchandise est traitée,
par des fongicides. Ouais. Et donc, ils vont se dire, bon, bah, en fait, c'est bon. C'est-à-dire que si mon client me fait faux bon, eh ben, j'ai quand même, je sais pas, moi, 2 semaines pour retrouver un autre client. D'accord, ce qui ne Voilà. serait pas le cas Ce qui ne si serait pas le c'était cas du- si si c'était du en bio, exactement. puisque le bio est rassurant pour les raisons qu'on a évoquées tout à Bah, l'heure. c'est-à-dire que le bio, il faut que c'est frais, donc il faut Ouais, que ce ouais, soit ouais. vendu très Trop rapidement. bien. Je Voilà. précise aussi au cas où ça soit un truc qui fasse flipper les gens. J'ai vu comment ça fonctionne. L'endroit où il y a du fongicide, quand c'est le cas, les rares fois où tu en as qui te demandent pour le conventionnel, c'est une espèce de truc avec un circuit fermé Ouais. qui est complètement lavé après, rincé à grande eau, machin. Donc ce fongicide, il va que pour ces produits-là. Et puis Et surtout, y a- en fait, y a pas le de- principe du bio, donc nous on travaille avec EcoCert, on est très très contrôlé par EcoCert. En Mhm. fait, on est contrôlé à la fois au Maroc, à la fois en France. Donc, en fait, EcoCert t'oblige, en fait, un des trucs principaux du cahier des charges que les acteurs du bio connaissent bien, c'est qu'en fait, tu dois séparer dans le temps et dans l'espace ton Mm. conditionnement en bio. Ok, d'accord. Donc, par exemple, si un jour je conditionne du bio, je peux pas conditionner du même jour du conventionnel. D'accord, carrément. Ah, ouais, à ce moment-là. Ok. Qu'est-ce que ça implique pour toi au quotidien d'être bio? C'est quoi la différence? Là, on va faire simple, hein. Si tu peux prendre les étapes de production, c'est quoi la différence entre toi, ce que tu fais, et un équivalent, le même, à un agrumiste non bio, Alors, conventionnel? le point hyper important, donc c'est les pratiques en verger, en fait. Ouais. Donc les pratiques en verger, quand tu es en bio, en fait, ça, c'est une philosophie. C'est-à-dire que le conventionnel, le pas bio, c'est en fait une philosophie de lutter contre la nature. C'est-à-dire, en fait, dans la nature, tu as des chaînes alimentaires, tu as un écosystème où il y a tout un tas de bébêtes, voilà, qui fait que en fait, ça peut faire des piqûres sur les fruits, des défauts, ça peut ravager des arbres, voilà. Et donc, en fait, tu appuies sur un bouton, tu mets un médicament, tu utilises un seed, donc un pesticide, un fongicide, qui te permet en fait de tuer ces bébêtes qui vont ravager du coup ta Ok. culture et tes fruits. Et en bio, Voilà. comment tu fais alors? Et donc c'est en fait c'est assez simple et basique. Tu Ouais. vois. Et Et ça- c'est et pour ça ça a que du tu peux sens. faire ça. Et ça a du sens, parce que tu te Oui, dis, tout à fait, c'est-à-dire que les gens ils vivent de ça, c'est leur métier. Enfin, c'est comme si tu disais Oui, oui. un Bah, fonction- c'est la révolution verte dans laquelle on s'est mise dans les années 70, 80, voilà, et puis on s'y est mis à fond. Les Français les premiers, et puis les Marocains ont suivi, et puis voilà. Ok. Mais, Et donc en bio, tu vas faire comment là? et donc en bio, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire qu'en bio, tu vas jouer avec la nature et non pas contre. Mhm. C'est-à-dire que, en fait, tu vas essayer de non pas détruire ton écosystème, Mhm. non pas tuer des bébêtes, Ouais. mais les faire vivre et en fait rendre ton écosystème encore plus vivant. Mhm. Voilà. Et donc, tu vas surtout pas désherber chimiquement, Mhm. tu vas surtout pas vouloir avoir un sol à nu, tu vas en fait laisser un enherbement permanent qui est, que tu vas faucher plus régulièrement, mais qui va quand même être le nid de tout un tas de bestioles qui vont, année avec année, mois après mois, jour après jour, enfin plutôt jour après jour, mois après mois, année après année, en fait, constituent un espèce d'équilibre et les bébêtes vont se manger entre elles. Donc je t'ai expliqué le cas des acariens, le Ouais. cas des cochenilles, etc., où en fait, tu vas réintroduire des auxiliaires, typiquement l'aphytis, c'est une petite mouche que tu vas faire pousser sur des courges, que tu vas réintroduire en fait au mois d'avril-mai, en verger, que tu vas poser en fait tes courges, tout simplement, dans les parcelles qui sont infestées de bébêtes Ouais. et qui vont aller manger la cochenille qui est Ah. la cochenille du Pou de Californie, Ouais, ok, dont je t'ai parlé, le fameux pot qui Californie. fait les points rouges sur Ouais, les fruits. ouais. Points Voilà. rouges sur les fruits qui n'ont aucun impact sur le fruit en Qui termes de n'ont- goût, comme tu le faisais dans tes vidéos, en Ouais. fait, qui n'ont aucun impact ni gustatif, ni. mais qui rendent le fruit invendable mais parce que qui rendent le visuellement, fruit pas beau. ouais. Voilà, qui Ok. rendent le fruit. C'est marrant ce que tu décris là, ça fait presque biodynamie, vin nature, je vais mettre des mouches dans une citrouille, après les poser sur une feuille dans mon verger, tu vois, ça fait presque biodynamie. Quand on pense bio, on pense pas forcément directement à ça. On pense plus à juste engrais bio, pas de pesticides. Mais là carrément toi tu viens, enfin, ça m'a surpris quand tu m'as décrit ça. Ouais, c'est ça, c'est pas un truc qu'on a inventé chez l'agrumiste, Je c'est m'en des doute, hein, je pratiques m'en doute, mais ouais. agronomiques assez connues, le fait de réintroduire des auxiliaires, Ok. d'essayer en fait de recréer un environnement vivant et non pas mort. C'est quoi le truc alors sur la partie, on est déjà sur la partie pesticides, on reviendra sur les engrais après. Sur la partie pesticides, c'est quoi le truc quand même où malgré tout, tu n'y arrives pas parce que t'es bio et t'as des limitations et ça te coûte et tu perds. Peut-être que c'est compensé par autre chose, mais
J'ai pas compris. En fait, Est-ce que le fait d'être bio, il y a des limitations, et est-ce qu'il y a une délimitation qui quand même tu en vois les conséquences quoi. T'es là ça j'en reviendrai pas à bout. Oui, mais en fait, après plusieurs années de pratique, en fait, tu t'aperçois très vite que la balance vers le bio, elle se fait largement. Ok. C'est-à-dire que... Donne-nous quand même un exemple. Oui, oui, Ouais. bien sûr. Donc, des exemples, typiquement, c'est ce dont on parlait. C'est-à-dire que malgré le fait que tu mets des courges dont je te parlais, la Ouais. phytis, etc., tu l'as vu, en fait, en verger, Ouais. sur mes arbres. Ouais. On en voit quand même. On en voit quand même des dégâts. Ouais. Donc, en fait, sur un arbre où tu as 100 fruits, tu vas avoir 2, 3, 4 fruits qui sont vraiment pas beaux. Ouais. Ok. Vraiment, vraiment pas beaux, Ils quoi. sont ajotés. Et qui C'est sont... la perte. Oui, voilà, à jeter. Enfin, en tout cas, qui sont en deuxième choix et qui vont être vendus à un prix moins important. Ou alors vendu pour des jeux, c'est ça. Ou alors, oui, Ouais. du coup, vendus Ouais, en d'accord, deuxième ok. choix, quoi. Ok, c'est ça. Et voilà. Mais après ça, ça reste que 3-4 fruits en réalité. 3-4%. Ouais, voilà, ouais, on peut Ouais, dire ouais. ça, ouais, 3-4%. Et Ça, tu penses que c'est compensé par quoi au final le fait qu'en fait, peut-être que moi je perds le prix des 3-4 fruits, Ouais. mais j'ai pas dépensé d'argent dans les produits phyto. Et Mm. les produits phyto, faut pas croire que c'est gratuit, hein. Voilà. Ah oui, oui. Et en fait, c'est pas juste t'achètes une bouteille de produit, hein, t'achètes un médicament et t'as terminé. C'est pas ça. C'est qu'en fait, tu utilises un tracteur, des ouvriers qui vont en fait traiter chimiquement, etc. Donc, bon, outre le fait que c'est pas des produits super à utiliser pour les humains, c'est Ouais. qui sont parfois la source de tout un tas de cancers dont on parle en Mhm. fait, et je pense d'ailleurs que c'est avéré, enfin, que voilà. En tout cas, quand il n'y a pas des équipements de protection, etc. Ouais. Voilà. Donc, c'est quand même important voilà, de réaliser que produire en conventionnel, en fait, ça te permet d'utiliser moins de main-d'œuvre, moins de gens. Ouais. Voilà, d'avoir une agriculture beaucoup plus mécanisée. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas le gars qui va venir en fait s'occuper des courges chaque jour, produire la phytis, faucher, Oui. faucher l'enherbement pour pas trop entrer en compétition avec. T'as pas tout ce besoin de main-d'œuvre en fait. Quand tu es en bio, tu as plus besoin de main-d'œuvre, tu as besoin de plus de main-d'œuvre. Et donc tu as un côté management, encadrement qui est, et je le comprends tout à fait pour certains producteurs, fatigant. Mhm. Parce que en fait, les prix offerts en conventionnel sont parfois trop tirés à la baisse. Et donc les producteurs s'y retrouvent pas. Attends, excuse-moi, il y a un truc que j'ai pas saisi dans ce que tu dis. Tu étais en train d'expliquer qu'au final, le bio, c'est pas forcément plus cher parce que tu vas économiser sur les produits phyto et sur le temps passé à les asperges, etc. Mais malgré tout, tu es en train de nous dire là que dans le bio, tu as quand même plus de main-d'œuvre, plus de gens qui vont travailler et travailler la terre, préparer les trucs. Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est qu'une histoire de fin de, comment dire, de fin de filière. C'est qui tes clients? Mhm. C'est qui ton client? C'est Ouais. qui ton marché? Combien de temps tu vas stocker? À quel prix, etc. C'est juste ça c'est le modèle économique à construire en fait. Et donc c'est pour ça que c'est très difficile de dire le bio c'est facile, c'est pas facile, ça coûte tant, ça coûte pas tant. En fait, c'est la fin de la filière, c'est ton prix, c'est les Ouais, débouchés ouais, que ouais. tu as. C'est pour ça que je t'ai dit quand on a commencé à se connaître, je t'ai dit en fait le souci c'est pas tellement de produire. Mhm. Ah oui, c'est le problème, c'est Le de vendre. souci, c'est de vendre. Ouais, C'est ouais, pas ouais. de produire. Produire, on y arrivera toujours. Il y a tout un tas d'agronomes qui savent faire, de tous les pays du monde. Les humains, ils ont une belle connaissance des plantes, hein, faut pas croire. Mhm. Que ce soit des Marocains, des Français, Ouais. les mecs, ils ont bossé, hein. Mais en fait, le souci, c'est de valoriser ton produit et de le vendre Ouais, à des, Au bon prix. au bon prix, en fait. Personne ouais, Voilà. ok. Et pour moi, c'est ça le sujet. Et en fait, le fait de produire bio, ça te donne accès à un certain marché, à certains clients qui sont plus rémunérateurs. Ouais. Voilà, c'est Ok. tout. Ok. Et qui sont prêts peut-être à mettre un peu plus de prix dans les produits qu'ils achètent. Ouais. Voilà. Parce que oui, parce qu'ils sont plus conscients de l'enjeu qu'il y a derrière. Voilà. Après, moi je pense, en tout cas, je parle en agrumes. Je suis pas, j'argumente pas sur les autres cultures, mais en agrumes, en tout cas, je pense que bien malin est celui qui sera capable de dire que le conventionnel coûte moins cher que le bio. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est un statement quand même. Parce que pour moi c'était assez évident que le conventionnel c'était moins cher. Je sais Mais pas. très bien, très bien. Il y a quand J'espère que t'as même- raison. J'espère franchement, très sincèrement, t'as raison. En fait, en termes de rendement, etc., nous, voilà, on n'est pas ridicule par rapport Ok. à d'autres producteurs qui sont en Ok, conventionnel. ok. Voilà, on a des rendements qui sont très corrects. Ok. Voilà.
Le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique, mais ça veut aussi dire que je commence à avoir froid. D'accord. Ça va encore, non, ça va encore. Mais on va se rapprocher de la fin de cette vidéo. Je veux continuer à parler du bio parce que c'est passionnant comme sujet et tu maîtrises très bien, bien sûr. Et je vais aussi reprendre mon. Oui. Désolé, bébé. Je reprends mon iPad pour vérifier si j'ai pas oublié des questions Ah ouais. de certains membres Moi, il y, du club a chef. un truc quand même qui me tenait à cœur de préciser. Vas-y. C'était, voilà, on parle du bio, pas bio, fongicide, pas fongicide. Faut quand même pas oublier que voilà, ces produits-là, moi, j'en fais pas l'apologie. Hein. Je dis pas que c'est et je les, c'est-à-dire que j'en fais pas l'apologie. Je dis pas que c'est des bons produits, des mauvais produits, qu'il faut absolument tous faire du bio, etc. Nous, c'est ce qu'on a choisi. C'est voilà, c'est le modèle qu'on a choisi. Faut pas oublier que voilà, ces produits-là, c'est des trucs qui sont quand même voilà, qui ont des attestations d'alimentarité. Souvent, Oui. en fait, Ah les oui, gens d'accord. diabolisent ce genre de produits, etc. Oui, non, Nous, on a fait le choix de ne pas les utiliser. Mais après, il ne faut pas oublier Bah, que ce qu'on mange en supermarché, etc. euh, moi, c'est-à-dire que je crache pas sur les gens de la grande distribution, je crache pas sur des grossistes, etc. Voilà, je pense que c'est quand même bien d'avoir des lieux, des marchés, etc., qui alimentent des villes, bien sûr. parce qu'on n'est pas tous des agriculteurs. Et donc, en fait, on a quand même besoin de débouchés et de clients qui sont capables d'alimenter tout un tas d'humains qui disent qu'ils veulent tous manger du bio, mais qui ne se rendent pas compte du boulot que c'est de produire en fait. Et voilà, souvent, moi j'aime bien une phrase que tu dis en fait, qui est de dire il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, c'est tout est gris. Voilà, tout est à nuancer. Et qu'en fait, voilà, il y a quand même, il n'y a pas des méchants commerçants, il n'y a pas des méchants il y en a peut-être, mais qui- c'est à la marge. Et ce qui est important, c'est de pas être. Faut pas que nous non plus on tombe dans ce côté binaire. faut pas que les auditeurs en tout cas tombent dans ce côté. Non, mais même nous, faut pas qu'on soit dans le. Voilà. Le bio, c'est la seule solution au monde et il faut bannir tout le reste. Exactement. Ah non, parce qu'on a aussi besoin de nourrir des gens. Il y a des gens qui meurent de faim encore aujourd'hui. Donc, moi, ce que je défends vraiment, c'est qu'avant de parler de bio, avant de parler de tout ça, avant de parler d'écologie, avant de parler de tout ça, la base quand même de l'écologie, respecter un bled, en fait un espace, etc. C'est déjà de comprendre, mais qu'est-ce qui pousse déjà naturellement dessous. Donc c'est pour ça qu'on parlait du mot-clé, du mot valise que j'utilise tout le temps, qui est endémique. Il faut, en fait, si on utilise déjà à la base des plants qui sont endémiques, qui sont de la région, de la latitude, mais tu as déjà fait 95% des choses avant de te parler du bio, du pas bio, etc. Et tu vas produire des choses qui sont bonnes, qui sont en fait adaptées à ta zone, adaptées à ton climat. Voilà. Et ça me paraît hyper important de partir de là. Voilà. On a répondu à pas mal des questions qui étaient posées. D'où proviennent les semis de graines? Est-ce que vous créez vos propres variétés par bouture? Combien de temps entre le moment de la mise en terre et lorsque ça... Alors, pareil, ça on a répondu. Tu me permets quand même d'ajouter un petit truc sur le bio. Moi, ce que j'invite quand même nos auditeurs et tous les gens qui nous écouteraient, de faire bien attention en fait à s'apercevoir à faire attention en fait à l'étiquetage des produits. Voilà, il faut bien faire attention. Je parle dans le cas de l'agrumiste. Voilà, il faut toujours vérifier si un agrume est bio ou pas bio. Tu me demandais tout à l'heure comment vous pouvez dire que vous êtes bio ou pas bio. Nous en fait on triche sur rien du tout. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de bio, on met une étiquette où il y a marqué bio. Et là en fait il suffit d'ouvrir les fruits de l'agrumiste et de voir tout le monde réalisera qu'ils sont bio en fait. Voilà. Et qu'après quand il y a des fruits qui sont pas étiquetés bio, et du coup c'est pas forcément du bio. Voilà, ok, très bien. Mais que nous du coup on est axé on est que des producteurs uniquement de bio. Combien de variétés exploitées? Alors, en fait ça ouvre le sujet dont je te parlais, qui est de la recherche et développement. Ouais, alors c'est que nous, on est des créateurs de variétés. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais en deux mots, Julien s'éclate et fait de la R&D pour essayer de sortir le prochain. Oh non, pourquoi je prends celui-là à chaque fois? Lui, c'est un cédra. Je fais un blocage. Il s'amuse à créer. Ah, ça c'est une création. Voilà, ça c'est une création de l'agrumiste. Citron, caviar, Red Lemon. Voilà. Magnifique, t'as pas ton couteau là, dommage. Non, je l'ai c'est pas. pas grave, ils le verront de toute façon. Vous pourrez le commander celui-là si vous êtes membre du club Moi Chef. Hors création en projet, là grossièrement, combien de variétés différentes tu livres régulièrement? 250. Variétés différentes? Ouais, 250 variétés d'agrumes différents. Ah ouais, c'est beaucoup. Voilà. Ok. En fait, il faut comprendre les variétés, c'est pas le pomelo, c'est pas une variété.
Voilà. C'est comme dire Une famille, c'est ça? les Français, c'est un Ouais. Français, c'est un Français. Non, c'est Ok. plus compliqué que ça. D'accord. Les pomelos, en fait, tu as des pomelos, tu as celui-là, qui est le pomelo Sweetie Oro Blanco. Tu as celui-là, qui est le pomelo Star Ruby. Mhm, Ok. d'accord, ok. Pomelo de Floride aussi. Voilà, bon, on les a pas tous ramenés parce qu'on a que deux bras. Ouais. Mais Ok, voilà, t'as ok, plein non, de mais très bien, pomelos ça va différents. ma question. Quelle saison de question bête, mais un agrume sans pépin, on le produit comment? On y a répondu, par bouturage. Bah, je crois. Ouais, non, ouais, pas. ouais. Oui, c'est ça, Oui, oui, ça. par bouturage. Ouais. C'est Benjamin qui pose cette question. Comment se Bah passe non, la- enfin, comment- pas par bouturage, hein, par greffage. Par greffage, c'est ça que je Oui, voulais dire. c'est par Parce que le greffage. bouturage, c'est prendre cette fameuse baguette, donc une branche, et la planter directement dans le sol, mais c'est plus long et plus risqué. Alors que le greffage, c'est ce qu'on a expliqué Voilà, tout à l'heure, le avec greffage, marche. c'est ça. En fait, le greffage, c'est le clonage. Ouais, ok. Voilà. Donc tu prends une partie de l'arbre et tu le greffes sur un nouveau porte-greffe et ça va donner le même arbre. Voilà, et c'est c'est comme ce ça que que tu je disais tout à reproduis. Comment se passe la pollinisation des fleurs? Recours aux abeilles, plantation mellifère et tout ça. Alors, pas du tout. La pollinisation, c'est ça? Ouais, La pollinisation, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure à table. C'est-à-dire que la pollinisation, c'est c'est le croisement, c'est Ouais. de croiser en fait des variétés. oui. Donc nous, en fait, Mais pour que quand ton arbre il fait une fleur, oui, toi t'as pas besoin qu'il se reproduise, c'est toi qui gères la production. alors nous, les agrumes, en fait, la fleur donne le fruit Ouais. naturellement. Ouais, d'accord. Ok. Donc faut pas croire qu'un agrumiculteur, Ouais, il passe son temps à aller faire tous les 100 000 arbres toutes Ouais. les fleurs des 100 000 arbres. C'est pas comme la vanille par exemple. non, pas où du la tout. vanille il faut à la main. Voilà, ça n'a Et rien à voir avec la C'est dans vanille. quel cas qu'on est obligé, notamment on me racontait en Chine, il n'y a plus d'abeilles, donc ils sont obligés à la main de polliniser les fleurs. C'est dans quel cas Je sais pas de quoi tu parles, Ok. mais en tout cas, en fait, quand on fait de la pollinisation en agrumes, c'est dans un cadre de recherche et développement. C'est dans un cadre de création variétale. Donc on va prendre en fait les organes mâles, les étamines d'une variété, par exemple celle-là. C'est-à-dire que si tu me dis que tu veux un croisement, une nouvelle variété entre un pomelo et un citron caviar rouge, et ben du coup tu vas en fait prendre les étamines des fleurs Ouais, c'est ça. de ce fruit-là et tu vas Non, mais ouais, je pense que ça répond à la question. Ouais. frotter sur le pistil des fleurs de cet arbre-là et en fait ça va faire une fécondation sur la fleur du coup de cet arbre-là Mhm. qui va donc la fleur va donner un fruit qui va contenir l'œuf en fait et C'est le pépin. l'œuf c'est le pépin exactement Et qui est un œuf qui lui- résulte de la fécondation Ouais, ok. du spermatozoïde et de l'ovule en fait si je peux Ouais, schématiser de ces deux Et là, variétés. on attend de voir, on sait pas encore ce que Et dans après, le fruit. tu parce vas, que- en fait, le fruit, quand tu vas le récolter, tu vas l'ouvrir délicatement au couteau pour pas écraser le pépin à l'intérieur, pour pas le couper en deux. Et tu vas en fait récupérer les pépins qui sont des bébés, D'accord, qui sont les bébés issus de ce croisement-là. d'accord. Voilà. Et de ça, tu vas en fait les planter dans la terre et espérer qu'il en sorte un truc très bien. D'accord. Mais la génétique fait que parfois il ressemble plus à son papa, parfois il On est en ressemble train de plus à sa filmer, maman. C'est pas grave, etc. t'inquiète. Vous venez de rencontrer la femme de Julien. Bon, elle peut entrer sur la vidéo, c'est pas grave. Elle est jolie, hein, c'est pas grave. Ah bah voilà. Voilà, c'est tout le monde s'arrête. Ça, c'est la fin de la vidéo. Ok, on va terminer. On va essayer de dire ça pour. Oh putain, oui, ça fait son poids ça. On va faire un test. Je vais m'auto-tester. Très bien. Et surtout, c'est pour répondre à la question qu'est-ce qu'on a devant nous et qu'est-ce que les membres de Club Moche vont pouvoir acheter aussi. Cette saison, parce qu'il y en a d'autres. Ah bah oui, il y en a plein d'autres. Ouais. Là, c'est juste la sélection qu'on a fait. Et encore, on a essayé de se retenir pour pas que ce soit trop compliqué. Donc lui, oh non, un cédra. Cédra verruqueux. Verruqueux. Il porte bien son nom. Il porte très bien son nom. Hein. Voilà. Ouais, Tara, je joue avec. Ça, facile, la main de Bouddha, qui est un cédra également. Exactement, c'est Ok. vraiment de Bouddha. Là, on a des mandarines. Tout à fait. Ok. Mandarine à Pyrénées. Merci de préciser. Kumbava, dont on sert principalement de l'écorce souvent. Hein. Ouais, il y en a d'autres qui l'appellent la lime kéfir, Ou lime kéfir. qui est Qu'est-ce aussi que ça sent utilisée bon. pour les feuilles. Oh là là, j'aimerais que vous puissiez sentir ça, c'est un truc de fou. Ah non, j'allais dire une orange navel, mais non, parce qu'il n'y a pas la. Non. Donc ah non, j'ai pas. C'est un yuzu? Non. Ouais. Bah il est Ça, vachement orange pour un C'est un yuzu. yuzu. Bah ça, c'est un yuzu qui a surmaturité. Ok, d'accord. Voilà. Et donc là, si tu le grattes un peu, il va être très, très odorant. Waouh. Et tu peux montrer, Ah ouais. tu peux montrer, comme je te disais, des trucs du bio. Tu vois, ça, c'est les traces d'escargots, par exemple. Ah ouais, ok. Voilà. Voilà, c'est bio. Parce que nous, on tue pas les escargots. Ok. Ça c'est un pomelo. Exactement. Pomelo Oro Blanco. C'est le Oro même que Blanco. celui-là. C'est Sweetie. Il y en a qui l'appellent Sweetie aussi. Ok. Il est énorme. Il est énorme celui-là. Ça j'en sais rien. Du Ah, décochine. Ok. Un décochine. Des coachings qu'on pourra aussi trouver sur le club. Hein.
Un pomelo encore? Pomelo Star Ruby, Ouais, on en ou parlait pomelo tout de à l'heure. Floride. De Floride. Alors, ça c'est ta petite création, ton bébé? Non, non, C'est pas lui? non, celui-là c'est pas nous. Ah non, c'est celui-là. c'est celui-là. Ah oui, pardon. Voilà. Donc ça, tu peux nous redire, ah oui, citron caviar, Red Lemon. red lemon. Voilà. Ok. Citron caviar, vous savez, ça donne des petites perles, des petites perles comme du caviar, du citron, quoi. C'est génial. Enfin, ça Ça coule c'est une dedans, création de c'est Laurent super. Bouraba, c'est lui qui l'a trouvé. Ah ouais, ah Voilà. génial. Citron panaché, Citron panaché, qui est rose à l'intérieur. rose à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Citron caviar faux stream. Il y a plein de variétés en fait de citron caviar. D'accord. On a une dizaine et entre autres le citron caviar. Il y en a que j'ai pas pris là-dedans? Ça c'est la lime. Ah bah oui, la fameuse lime. Pour les mojitos. Fraîche, sans 2,4B, 2,4D, je sais plus quoi. La clémentine, donc qui est très bonne. Ouais, très bonne, je viens d'en manger, j'ai plus mal à la gorge. Et là du coup l'orange navel. La fameuse orange navel, ça faut en prendre, hein, c'est trop bien. C'est vraiment trop bon. C'est vraiment une orange à... On croque dedans quoi, pas à jus donc. Donc là on est un peu tôt dans la saison, on l'a récolté un peu tôt. Ouais. Mais en fait c'est juste pour te la montrer. Ouais. Et ça c'est l'orange sanguinelli. Ah oui, ok. Tu vois, Et ça, en fait elle devient vraiment très très rouge, rouge sanguin. Ok, Comme si tu avais des vaisseaux à l'intérieur et tout, c'est très très joli. C'est une variété qui plaît beaucoup en ce moment, le côté sanguin des agrumes. Ok. Et donc l'orange sanguinelli qui Parfait. sera plutôt prête en février. dans D'accord. un mois. génial. Et t'as pas montré, c'est nous notre agrume phare, c'est le Tangelo. Ah mais non, mais comment j'ai pas montré celui-là? C'est le plus important celui-là. C'est le plus Celui-là. important, le Tangelo. Qui est rose à l'intérieur, Tangelo dont j'ai un arbre qui... dont tu as Bah, fait, dont j'ai fait votre arbre, si le je puis greffage, dire, notre ouais, arbre votre avec Mathilde, exactement. Donc j'ai un arbre qui est planté ici, à côté de l'arbre d'Alain Passard, de plein de grands chefs qui sont venus ici, donc ça me Exactement. fait super plaisir, merci. Et que j'expliquais en début de vidéo, j'ai décidé de baptiser Mathilde, qui produira donc des Tangelolo, un nom déjà très drôle, et un fruit qui est juste trop bon. Que un petit on- pomelo de poche. on en parle, fait. on parle pas mal de détox, c'est Ouais. vrai qu'il est Ouais. très peu sucré, mais suffisamment pour être très bon, c'est pas genre un citron. C'est frais, c'est C'est vraiment trop bon. désaltérant. Hyper ouais, désaltérant. C'est fondant. Ça, franchement, foncez, hein. C'est vraiment c'est fantastique. Et puis bah, dans 2 ans, on en reparlera et on pourra récolter ça de mon arbre. Trop bien. Est-ce que j'ai oublié de préciser des choses ou est-ce qu'il y a un truc hyper important dont on n'a pas parlé que tu veux dire? Ouais, bah, le truc, si les auditeurs, moi un truc que je dirais, c'est essayons un peu de changer nos modes de consommation. Ouais. Essayer de considérer que des fruits un peu abîmés, un peu tachés, etc., c'est pas grave. Et si un Euh, fruit brille, c'est qu'on a rajouté du brillant dessus. Ouais. Essayer de pas trop en fait se martyriser l'esprit avec ces idées de bio, pas bio, mais en fait d'essayer de comprendre déjà qui le produit. C'est qui le producteur. Mhm. S'intéresser en fait aux producteurs, aux gens qui produisent. Ouais. Arrêter de casser en fait arrêter de mettre de l'espace et des gens en tout cas entre les producteurs et les consommateurs. Que les consommateurs s'intéressent à qui produit, qui sont les producteurs. C'est exactement ce qu'on fait dans le club Moi Chef. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Mais voilà, c'est s'intéresser à qui sont les producteurs, comment ils produisent, Ouais. et parfois essayer de pas trop, comment dire, parfois ils sont souvent montrés du doigt, pointés comme, un peu comme tu disais, noir ou blanc. Enfin, il y a les bons, il y a les méchants. Voilà, c'est plus compliqué. Il y a des gens qui font des choix en fonction de leur environnement, de leurs ressources, etc. Et je pense que tu prêches des convaincus parce que si les gens sont encore en train de regarder cette vidéo à ce moment-là, c'est Voilà, tous des voilà, gens qui en sont fait, passionnés par le sujet. s'intéresser à l'humain, aux Ouais. gens qui produisent en fait, et Je suis complètement d'accord. voilà, et comprendre que l'écologie, ça passe par cultiver. En fait, c'est-à-dire, ça passe par la logique. C'est produire des choses logiquement, de pas complexifier des trucs, voilà, du bon sens en fait. Ouais. Voilà, et de comprendre en fait que la terre, elle a été faite et qu'il y a des plantes qui se produisent sur certaines, tu vois, je sais pas, le yucca ou j'en sais rien, tu vois, ça se produit, je pense, en Amérique du Sud. Il y a certains trucs à Madagascar comme la vanille, on parlait de Madagascar parce qu'on est amoureux de Madagascar tous les deux. Voilà, en fait, tu as des zones, tu peux essayer de faire de la vanille au Maroc, si tu veux, tu n'y arriveras pas. Sûrement Voilà, pas, c'est tout. Ouais. Et voilà, comprendre que l'écologie, c'est pas forcément c'est pas une question de bio, c'est une question de. Essayons de comprendre comment produire logiquement, simplement, et qui produit. Qui sont les gens qui produisent, quel est le projet qui est derrière, quels sont les clients, c'est quoi leur ambition de vente, etc. Voilà, ça me paraît. Ok. S'intéresser aux gens qui produisent. Le message est passé, super. Voilà. Julien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette vidéo et merci pour ton accueil incroyable ici. C'était vraiment passionnant et avec ça va grand continuer plaisir. demain. Ça fait plaisir d'avoir un média et des auditeurs qui sont connaisseurs.
Voilà. Ouais, Et Intéressé, en tout cas, vraiment. qui comprennent rapidement, en fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que voilà, tu comprends rapidement tout ce que je dis et on voit bien que tu as passé du temps avec des producteurs. Et Cool, merci. voilà. Ça fait plaisir. Non, mais c'est sincère, c'est pas une question qui est Ouais. le média ou pas le média, mais j'ai pas été confronté à un même public toujours. Voilà. Ouais, ok. Et parfois, c'est un peu déroutant. T'es confronté à des gens qui veulent vraiment te coincer quoi, sur des trucs, tu vois. Ouais. Alors qu'il n'y a personne à coincer, quoi. Tu Ouais, vois, ouais, on fait notre business comme on l'entend. On est très fiers de le faire. On est très fiers de mettre au jour, de partager toute la diversité des agrumes. Voilà, ça, on en est très fiers. Et de faire des fruits bons et à maturité. Bon, Et parfait, frais. Parfait. Voilà. Écoute, on est en phase et c'est exactement ce que j'essaie de faire à travers tout ce qu'on fait voilà. dans le Club Mo Chef. Je terminerai cette vidéo en vous remerciant si vous êtes toujours là, enfin d'être toujours là parce que vous m'écoutez. Si vous êtes membre du Club Mo Chef, vous savez, vous allez pouvoir acheter ces agrumes et puis peut-être l'an prochain on en reparlera, mais pourquoi pas. Franchement, ça vaut le coup là, il faut tout tester. Hein. Ils sont vraiment trop bons. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas membre du Club Mo Chef, sachez qu'il y a une liste d'attente, vous pouvez la rejoindre. À minima, vous recevrez les emails qui présentent les producteurs qu'on valorise tous les 15 jours. Et puis peut-être que vous serez accepté pour rejoindre aussi ce club qui est un club de passionnés de gastronomie, dans lequel on valorise des gens qui font un super travail, qui consacrent leur vie à faire ça et qui respectent la terre, les hommes, les femmes qui bossent et aussi notre santé à nous, bien sûr. Ça, c'est hyper important. Je vous remercie, très bonne journée à tous et maintenant on va aller se réchauffer Se prendre un petit thé à la main. Voilà.